Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites ? C'est parti, on écoute ça. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une figure emblématique du monde de la musculation naturelle. Il est coach et il a été le premier entrepreneur, auteur, podcasteur et surtout l'un des piliers dans le domaine depuis plus de 15 ans. Il a créé Superphysique, il a éduqué des milliers de pratiquants à contre-courant des modes et des tendances toxiques et il continue de défendre une vision authentique, intelligente et durable du sport. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Rudy Koya. On va parler parcours, musculation naturelle, dopage, influenceur, vérité, coaching, longévité et peut-être même un peu de santé mentale et de liberté. Installe-toi bien, respire un bon coup et ouvre grand les oreilles. Rudy ne mâche pas ses mots. Rudy, bonjour, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Déjà, je voulais te remercier de l'invitation sur ton podcast. Je crois que c'est Valentin qui m'a recommandé chaudement. Exact. Donc, je me demandais si tu allais me contacter. Donc, j'ai hâte de voir de quel sujet tu souhaites qu'on parle. J'allais dire comment ne pas te contacter après une recommandation. C'était l'occasion de discuter un petit peu avec toi aussi après avoir quand même lu tes livres, écouté tes podcasts, avoir un peu suivi ton parcours depuis toutes ces années, quoi. Cool. Ça fait longtemps que tu fais de la muscu, toi, Sad ? Moi, ça fait depuis 10 ans. Alors, avec des petites coupures. Ouais, parce que j'allais dire, on voit que t'as des grosses épaules, les pecs, t'es large et tout. Donc, je me suis dit, je t'entraîne. Un petit peu, ouais. Bon, on va dire, j'ai fait ma salle chez moi, donc j'ai un petit home gym, bon, qui n'est pas comme le tien, mais ça va, je me défends pas trop mal. On va reprendre un petit peu tes débuts pour ceux qui malheureusement te connaissent pas, on va dire pour les incultes. Comment tu es tombé un petit peu dans la marmite de la muscu ? Mais j'ai commencé, tu sais, à une époque, donc au début des années 2000, où on avait accès aux magazines de muscu. Le net était très peu démocratisé. C'était pas comme aujourd'hui avec toutes les vidéos, les réseaux sociaux. À l'époque, tu avais deux forums de musculation qui s'appelaient Power Attitude et Smart Weight Training, qui est devenu Superphysique par la suite. Et donc, en fait, entre les magazines et les forums, quand tu tapais une recherche ou tu cherchais des informations, forcément, t'avais Internet, vu que c'était les débuts avec les petits modems. Je sais pas si t'as quel âge, je sais pas. Ouais, j'ai 32 ans. Ah, t'es un peu plus jeune que moi. Mais tu sais, il y avait les petits modems, et en fait, quand t'avais ces petits modems-là, tu pouvais plus utiliser le téléphone, t'avais un nombre d'heures défini. Et bref, quand tu cherchais des infos, tu tombais rapidement sur les forums de musculation, comme il y avait pas beaucoup d'articles. Et donc, mon père avait acheté du matériel qu'on avait mis dans le sous-sol de la maison où on habitait. Et un coup, j'ai essayé, et en fait, ça m'a bien plu, sachant que j'ai grandi. Je suis de la génération Dragon Ball Z. Donc, tu vois, où tu voyais des gars s'entraîner, manger pour devenir plus fort, pour sauver le monde. Donc, c'était vraiment le truc, je m'entraîne, je mange, je deviens plus fort. Et grâce à ça, je sauve le monde, quoi. Bon, j'ai pas sauvé le monde, mais j'ai vite pris goût à l'activité parce que je me suis rendu compte aussi que mes progrès dépendaient un peu de mes efforts. C'était pas forcément proportionnel, mais tu vois, je voyais que j'avais un certain pouvoir. Je m'entraînais, je voyais que je prenais du muscle, je prenais de la force. C'était pas très rapide si je comparais aux gars qui avaient sur les forums et qui avaient mon âge ou qui avaient 1 an ou 2 ans de plus. Mais et le fait d'avoir ce pouvoir sur mon physique m'a motivé. Tu sais, quand tu progresses et que tu vois les progrès dans une activité, en fait, ça te motive. C'est une boucle qui s'entretient. C'est la motivation autotélique, comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu avant mes 14 ans. Du coup, ton père avait tout installé dans la cave. C'était aussi quelqu'un qui pratiquait la musculation, alors. Il faisait un petit peu, mais pas beaucoup. Lui, il avait fait beaucoup de judo et il faisait du foot et je crois qu'il s'était fait les ligaments croisés. Et donc, il avait acheté un banc. Donc, il n'y avait pas grand-chose, hein. C'était un banc réglable avec les chandelles réglables en hauteur sur le banc qui s'inclinait. On avait une barre d'1,20 m, pour te dire, de longueur. Et 2 haltères qu'on pouvait charger. Et le banc, forcément, comme c'était un banc tout en un, t'avais le leg extension au bout du banc. Donc, je me servais pas beaucoup. Je vois. Mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'en plus, ce truc-là avec les chandelles, tu sais pas prendre l'écartement parce que je trouve que les chandelles sont pile au niveau de la largeur d'épaule. Donc, c'est vrai que c'est super embêtant. Là, avec 1,20 m, une barre d'1,20 m,
autant dire que c'était du coucher serré. Tu vois, et pendant longtemps, je crois jusqu'à mes 16-17 ans, le temps que j'arrive en salle, en fait, la première année de compétition, quand j'avais fait du développé couché, je prenais assez serré, en fait. J'étais habitué à prendre serré. Et il m'a fallu après changer de catégorie de poids pour me dire, allez, je prends un peu plus large pour voir ce qui se passe, pour justement passer à la prise maximale autorisée en compétition de force quand je faisais, qui était 81 centimètres, ce qui est pour moi pas très large. Mais au début, ouais, j'étais serré, quoi. Je faisais du coup, Ouais, parce qu'en plus, t'es super grand. Toi, tu mesures, 1,95. ok, ouais, donc bien grand. Donc après ça, tu passes, je pense, en salle de sport. Tu découvres un petit peu les débuts en salle. Bon, il y avait peut-être pas encore de chaîne commerciale, je pense, à Pas du l'époque-là, tout, hein. pas du tout. Tu sais, c'est une époque où, pareil, t'avais pas le droit d'aller en salle avant 16 ans. Donc pendant plus de 2 ans, je me suis entraîné dans le sous-sol de chez mes parents. Après, on a déménagé parce que le sous-sol était un peu bas. Tu sais, je crois qu'il faisait 1,86 ou 1,88 et je commençais à être un peu à l'étroit dans le sous-sol. Et donc après, on a fait la salle dans le garage. Donc j'ai acheté plus de matériel. Tu sais, c'était un peu les cadeaux d'anniversaire, tout ça. Et j'ai envie d'avoir 16 ans pour aller à la salle parce qu'avant 16 ans, aucune salle, donc c'était des salles municipales, ne pouvait te prendre. Il y a pas de loi vraiment sur le sujet, mais elle ne voulait pas. Et donc, il fallait attendre 16 ans. Et quand je suis arrivé en salle, en fait, c'était les salles municipales. Je suis tombé dans une super salle qui s'appelait l'Apollo Club de Tremblay, où il y avait une super ambiance, où ça s'entraînait vraiment à fond. Vraiment, avec le recul, je me rends compte maintenant que c'était vraiment une salle incroyable. T'avais, je me souviens, celui qu'on appelait le gros Lolo, le Finlandais, qui avait fait 3,40 au squat. Tu vois, toute la salle s'arrêtait quand il faisait 340 kilos au squat. T'avais pas mal de mecs qui faisaient 150, 160 au développé couché, 180. Tu vois, il y avait des mecs qui faisaient un peu de body. Alors, il y en avait pas beaucoup, mais beaucoup de mecs qui faisaient de la muscu, qui avaient des super physiques, tu vois, qui s'entraînent depuis 10 ans. Et puis, en fait, ils faisaient du coucher haltère à 40, 50 par bras. C'était vraiment une super ambiance. Et il y avait pas mal de compétiteurs aussi de force athlétique. Il y avait des gars qui étaient champions de France. Il y avait des gars qui faisaient les championnats chaque année. Bref, c'est pas comme maintenant où ça s'est beaucoup démocratisé, les compétitions de force où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Là, c'était vraiment, c'était 2003, 2004, 2005. En tout cas, pour la partie où j'ai fait de la force. Où, en fait, le milieu de la force, tout le monde se connaissait. Il y avait tellement peu de monde. Et donc, ouais, c'était salle municipale. Il y avait aucune chaîne qui existait. Il y avait un peu les moving. Je sais pas si t'as connu Non, les j'ai moving. pas connu. Bref, qu'on pivotait après pour donner je ne sais plus quelle salle parce que j'ai arrêté de suivre. Mais les moving, c'était des salles très fitness, un peu haut de gamme, qui étaient un peu chères. Voilà. Mais qui étaient haut de gamme, un peu dans l'accueil, on va dire, des gens, dans les prestations. Alors aujourd'hui, on rigolerait parce que voilà, c'est pas si premium que ça avec le recul. Mais comparé aux salles municipales où c'était un peu vétuste, tu vois, mais où ça sentait la fonte, quoi, il y avait pas de concurrence, en fait. Il y avait que des indépendants ou des salles municipales. Ouais, c'était des petites salles old school comme on dirait maintenant si on en trouve encore, quoi. Et pour te dire, ça marchait bien parce qu'on était 600 adhérents à, je sais plus combien ça coûtait, 150 ou 180 € l'année. Tu vois, c'était pas cher. Et donc, en fait, comme c'était une association, chaque année, ils devaient réinvestir une bonne partie des recettes. Donc, il y avait un ou deux profs de muscu, il y avait la secrétaire qui tenait bien la salle, tout ça. Et après, ils achetaient du matos à crever. Tu vois, il y avait une presse Hammer, ça changeait sans arrêt le matos. On avait du matos, mais incroyable. Parce qu'il fallait dépenser au moins 100 000 €, tu vois, de matos, pratiquement. Ouais, il y avait du beau Donc, matos, quoi. ah ouais, là, les poids, tous les calibrés, les bancs, c'était que des bancs, de l'OPC, que des bancs de compétition à, je sais plus comment ça coûtait à l'époque, mais c'était chéro, tu vois, c'était 1 500 ou 2 000. Donc, vraiment, les barres, que des barres de compète, des Eleco, des trucs, il y avait que ça, parce qu'en fait, fallait dépenser, l'argent, quoi. Ouais, puis c'était la vraie muscu. Je pense que tu vois un petit peu la différence entre les années 2000 et puis aujourd'hui avec bon, la plupart des gens sur le téléphone entre les séries, voire même pendant les séries pour certains. Ouais, après, tu sais, je suis un peu, protégé de tout ça parce que, comme après, j'ai ouvert ma propre salle en 2014, donc à proximité d'Annecy. En fait, moi, je vois pas trop tout ça. Alors, je vois bien qu'on est happé par le téléphone, tu vois, on essaye de résister tout ça, mais on a une bonne ambiance, qu'on fait nos séries, on va s'encourager. Et donc, je suis un peu protégé de ce que tu me dis, ce que j'imagine, effectivement, se produire en salle, où maintenant, les salles, pour beaucoup, c'est un peu le bistrot, des années 2020, tu vois. Avant, t'allais au bistrot, voilà, tu buvais un coup de ça. Aujourd'hui, on sait qu'il faut faire du sport. On voit qu'en faisant un peu d'effort, c'est mieux que de ne pas en faire et tu peux avoir des petits résultats physiques. Et c'est quand même un signe, avoir un bon physique aujourd'hui, c'est un peu un signe d'opulence, tu vois. C'est, voilà, je prends soin de moi, c'est un signe de richesse, même si on pourrait en débattre. Et donc, ouais, je suis pas confronté à ça. J'ai vu l'évolution, avec les réseaux sociaux, avec les questions que je reçois, mais c'est vrai que je suis pas trop confronté à tout ça, parce que j'ai fait ma salle
en 2014 et que depuis, bah, effectivement, comme tu le disais, il y a plein de chaînes qui ont ouvert comme Fitness Park, Basic Fit, On Air, qui se font un peu la guerre, tu vois, mais qui sont trois chaînes de salles qui s'équipent la plupart du temps super bien, quoi. C'est sûr que si ça avait existé avant que j'ouvre ma salle, j'aurais sans doute pas ouvert ma salle, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce que tu as déjà peut-être été faire des séances d'essai entre guillemets dans certaines salles juste pour voir un peu ce qui se fait ailleurs? Des fois, j'hésite. Alors, j'ai déjà été dans des fitness parks parce que quand j'allais voir des copains, et bah eux souvent sont dans des fitness parks quand c'est pas sur Annecy ou autre. Donc, bah j'allais m'entraîner avec eux. Donc, bah c'était plutôt bien équipé, hein. Après, des fois, c'est le truc que je me dis. Je me dis bon, bah je pourrais aller voir dans une autre salle pour m'entraîner, pour voir un peu d'autres personnes, tout ça. Mais finalement, tu sais, quand c'est comme toi avec le Home Gym, on est bien chez soi, quoi. Ah, Tu sais, c'est clair. j'arrive à ma salle, j'y étais ce matin, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre la porte, on a une petite terrasse, on met notre musique, on peut discuter, on peut s'entraîner torse nu, tu vois. Pareil, on a une liberté en fait que je pourrais pas avoir ailleurs. Mais après, c'est sûr que si j'étais dans l'optique peut-être, d'un point de vue entrepreneuriat, de développer le coaching ou des trucs, bah c'est sûr que je ferais le tour des salles, tu vois, pour me faire voir, pour discuter, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et comme c'est pas spécialement mon but, bah je reste je reste chez moi, quoi. Puis en plus, il n'y a pas spécialement de règlement intérieur, je pense, dans ta salle, parce qu'on voit des mecs un peu bizarres qui viennent s'entraîner en Crocs. Je pense que Ouais, ça pourrait pas ouais. être autorisé partout, quoi. Non, mais moi pour te dire, je m'entraîne pieds nus. Ouais, Tu vois, moi je trouve que nous c'est quand le on mieux. arrive à Ouais. la salle, là c'est l'été, bah en fait tout le monde se met torse nu ou presque pour pas saloper son t-shirt comme ça, bah voilà, t'économises de la lessive. Et beaucoup s'entraînent pieds nus, tu vois, t'es là, tu dis bon bah ça sert à rien que je reste habillé pour transpirer comme un malade, tu vois, ça a pas trop de sens. Non, moi je trouve que pieds nus, de toute façon, c'est la base. Mais bon, c'est vrai que quand tu vas dans certaines salles ou certains endroits, moi je sais que j'avais fait une croisière l'an dernier, j'ai été dans la salle de sport faire un petit training, et puis bah tout de suite j'ai commencé à me mettre en chaussettes. Ah ça y est, tout de suite, ah non, faut Et ouais, pas, parce faut qu'en fait remettre la c'est des questions sécurité. d'assurance. Ouais, voilà, je pense ça aussi, ouais, bien sûr. En fait c'est une histoire d'assurance et en fait au Super Physique Gym, donc on peut se permettre tout ça parce qu'en fait c'est pas vraiment une salle. En fait c'est chez moi. En gros officiellement c'est à moi personnellement. Et donc en fait c'est pas ouvert au public. Et donc il y a que des copains qui viennent. Ouais, c'est Il y a ton gym que personne que tu je ne connais partages pas. avec des amis, quoi. Voilà, il y a personne que je ne connais pas qui vient pas. C'est pas ouvert, c'est pas une salle classique, ce qui fait que je peux faire un peu ces règles-là parce qu'il y a pas d'histoire vraiment d'assurance, tu vois. Et s'il y a un souci, bah chacun prend ses responsabilités. Tu fais tomber un truc sur le pied, bon, c'est pas vraiment arrivé. Des fois tu te cognes un peu, mais voilà. Et donc finalement, on n'a pas tous ces problèmes de sécurité que les salles commerciales, etc. ont et auxquelles on doit faire vraiment attention parce que si un adhérent est pieds nus, se fait tomber un truc et c'est toi, tu lui as pas dit qu'il fallait mettre des chaussures et etc., etc. Même s'il a signé un règlement, en fait, c'est un peu pour ta pomme, quoi. Là, tu vas vraiment Ouais, c'est pas comme chez t'emmerder, toi, où, voilà, là tu dis bon bah j'étais avec un voilà. copain, on s'est fait une petite séance et puis basta, quoi. Pour toi, qu'est-ce qui a un petit peu changé dans le monde de la muscu et fitness depuis 20 ans? Comme ça, c'est démocratisé. C'est la pratique de la musculation. J'ai l'impression, mais tu sais, on fait souvent cette erreur-là de dire que c'était mieux qu'on était en fin d'adolescence, au début de la vingtaine. On fait tout ça, on est un peu nostalgique. Enfin, mais On c'était se mieux raconte, avant, ouais. voilà, on se raconte une belle histoire alors que c'était pas forcément mieux avant. Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font de la musculation, avec des objectifs variés, même si le changement physique, la transformation physique reste au centre des attentions, des objectifs, euh, mais aiment pas spécialement l'activité. Tu vois, elles le font vraiment pour le résultat. Et donc, forcément, bah, il y a beaucoup de personnes qui vont s'entraîner un peu au pif, sans intensité, sans spirit, comme j'aime bien dire, et donc qui n'ont pas vraiment, voilà, de transformation physique, qui ont un petit début. Alors que j'ai l'impression qu'au début des années 2000, quand je suis arrivé en salle, bah, pratiquement, je veux dire 80%, mais à la louche, des gens qui étaient à la salle où je m'entraînais à l'Apollo Club, en fait, ils s'entraînaient vraiment, quoi. C'est, bah, déjà, il y avait pas le téléphone, c'était le début du téléphone, tu vois. Les smartphones, je crois que j'ai eu mon premier smartphone, peut-être un 2009 ou 2010, tu vois. Donc, avant ça, bah, il y avait pas. Donc déjà, tu étais plus concentré, tu étais dans ta séance. Il y avait plus d'implication, tu vois. Et en même temps, comme il y avait moins d'informations, même si c'est ce qui m'a poussé d'avoir des mauvaises informations à créer mon site superphysique.org et puis aujourd'hui à continuer d'écrire des articles, donc des fameux guides ultimes sur rudicoya.com. Donc je publie d'ailleurs prochainement le guide ultime du tendon en collaboration avec Valentin et le guide ultime de l'hypertrophie prochainement, mais là c'est que moi, mais c'est un bon résumé de tous mes articles. Bref, c'est qu'avant, ouais, t'étais plus impliqué
Et tu trouvais plus facilement aussi, parce que je disais, voilà, des informations, des bonnes informations. Tu arrivais à la salle, tu demandais à un gars qui était un peu balèze comment il s'entraînait. La plupart des gars te répondaient la même chose. Tu vois, il y a que sur Internet où on avait des débats sur le nombre de séries, de répétitions, faut-il forcer à fond ou pas. À la salle, je me souviens qu'il y avait Michel Bello qui passait dans les magazines à l'époque. Je pense pas que Michel écoute, mais s'il écoute, bien le bonjour. Qui était un champion de bodybuilding, tout ça, qui était un super gars, qui est toujours un super gars, j'imagine. Et tu vois, je le vois dans les vestiaires, et j'avais vu dans les magazines que j'achetais. Et j'ai dit, Michel, comment, tu vois, j'avais 16 ans, je dis, comment faut s'entraîner? Parce que j'ai vu que toi, tu faisais des séries longues et tout. Et en fait, il me dit, bah non, il me dit, franchement, tu fais 3 4 séries de 8-12 par exercice. T'en fais 2, 3, 4 par muscle, et voilà. Et à chaque fois que je posais la question à un gars à la salle, bah, il faisait ce truc classique, en fait. Tu sais, il y avait pas d'histoire de, oui, alors la fréquence d'entraînement, oui, ceci, oui, alors peut-être des séries plus longues, peut-être des séries plus courtes, et oui, on manipule les temps de récupération. En fait, tout le monde s'entraînait presque pareil, en fonction de, tu finissais ta séance, bah voilà, quand t'étais mort, tu t'arrêtais, et si t'avais du jus, tu continuais. Et ce qui fait que beaucoup de personnes, bah, en salle de musculation, avaient un très bon physique, en fait, vraiment un très très bon pour, tu vois, une partie des facteurs que j'ai énoncés. Alors qu'aujourd'hui, bah, tu vois beaucoup de personnes, moi j'en vois beaucoup qui m'écrivent pour des suivis coaching à distance que je fais bah, depuis 2006 sur mon site donc personnel.rudicoya.com, qui s'entraînent depuis 10-15 ans, mais en fait qui ont un programme éclaté, tu vois, un truc bah ça fait mal au cœur. D'un côté, ça me fait sourire un peu jaune et ça me fait mal au cœur parce que je me dis avec tout ce que j'ai pu écrire tout ça, mais oui, il y a tellement d'informations et tellement de débats qui n'ont pas lieu d'être. En fait, ça embrouille les gens et donc il y a moins de résultats. Je dirais il y a une démocratisation, mais après c'est pareil, tu sais, dans tous les domaines. Hein. Dès qu'il y a une démocratisation dans un milieu, dans un domaine, bah c'est rarement de plus en plus qualitatif, Ça, c'est sûr. de plus en plus quantitatif. Et donc, bah ce qui fait que, comme je forme aussi les coachs avec le CQP ABD formation que je fais à Annecy, bah, en fait aujourd'hui il y a du boulot. Il y a du boulot. Et là, on va pas se tirer dans les pattes. Il y a du boulot pour aider autrui à mieux s'entraîner, à pas se blesser, à réduire ses risques de blessures, à mieux vieillir. Là, il y a du boulot, vu que il y a tellement de surinformation qu'on sait plus si on débute et qu'on n'a pas de recul, si on n'est pas spécialiste ou expert du domaine, on sait plus donner de la tête et quoi faire. Non, c'est sûr, mais je pense que les gens aujourd'hui se tournent malheureusement un peu trop vers les influenceurs muscu qui vont te pondre la nouvelle méthode miracle pour choper des pecs en 4 semaines et perdre 10 kilos en 5 semaines. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que, enfin, moi, je trouve que c'est pas spécialement des professionnels et c'est même, je fais attention parce que quand j'essaie de contacter des gens justement pour avoir des gens sur le podcast, ben, il y en a beaucoup, ils mettent coach. Mais moi, déjà, bon, je préfère prendre des gens qui sont diplômés pour commencer, mais le diplôme ne fait pas tout non plus. Parce qu'en soi, je pense que moi, demain, voilà, je m'inscris, je fais une formation et après, voilà, je suis coach. Mais derrière, faut continuer à s'alimenter. Ben, je vois d'ailleurs tous les livres derrière toi. T'as tout lu déjà? Ah ouais, c'est ça, c'est que les livres que je garde. Oh la vache. Ouais, donc tu Donc, vois. j'en ai donné au moins autant. Ah putain. Ouais, donc tu vois, il faut continuer à se former, mais ouais, je prends un peu le mot charlatan, mais je pense que aujourd'hui, on en est rempli sur les réseaux sociaux et Ouais, après, tu sais, tout ce qu'on dit là, en fait, ça s'est juste maximisé. Quand j'achetais les magazines à l'époque, t'achetais Muscle and Fitness, Plex Magazine, les gros titres, donc tous les ans, il y avait les mêmes numéros. Il y avait le numéro consacré à Arnold, avec les mêmes photos, l'entraînement d'Arnold, tout ça. Mais t'avais, je sais plus, t'avais 6 semaines pour des pectoraux exceptionnels. Et donc t'avais le programme, nanana. Le mois d'après, 6 semaines pour des bras exceptionnels. T'avais le numéro prise de masse, prenez 4,5 kg en 6 semaines. C'est toujours en 6 semaines, hein, leur truc. Et t'avais toujours ça. Et chaque année, ça a tourné en boucle, tu vois. Alors, ils changeaient les photos, ils changeaient l'athlète qui était en contrat normalement avec Wider Publishing. Donc, Joe Wider pour ceux qui connaissent. Et donc, voilà, t'avais des articles qui étaient écrits par des gars qui étaient pas les champions et qui nous vendaient déjà ça. Aujourd'hui, bah c'est ça, mais puissance 1000. En fait, ça n'a pas changé, tu vois. C'est juste que comme il y a plus de monde qui peut s'exprimer, bah il y en a plus. Après, ce que je pense aussi, c'est que il y a personne qui donne des conseils, qui se dit être un charlatan et qui n'essaye pas, tu sais, de faire au mieux. Alors, c'est une question que je me posais ce matin, c'est qu'à chaque fois que tu sais, j'essaye de faire un programme ou une analyse ou bref, peu importe ce que je propose, je me dis est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que c'est le mieux que je proposais? Alors, je suis pas sûr que tout le monde se pose la question, mais je pense pas qu'il y ait une mauvaise intention derrière, tu vois, ces influenceurs ou ces gens qui font de la musculation et qui partagent des conseils. Il y a toujours cette idée de partager ce qu'on fait, d'aider autrui si ça le fait.
tout en ayant conscience de ses limites, parce que quand tu discutes avec des personnes qui sont peut-être juste influenceurs, moi j'en connais plein, qui a juste, c'est pas le mot, mais voilà, qui sont influenceurs principalement, en fait, ils se rendent bien compte de leurs limites. C'est juste qu'après, les gens leur posent des questions. Tu le sais, on est dans une société d'apparence. Donc, si t'as des super apparences, parce que t'es peut-être doué en muscu, peut-être t'as fait beaucoup de sport quand t'étais gamin, t'as la bonne génétique, tout ça, et puis finalement, tu t'entraînes quand même, puis tu suis une diète carrée la plupart du temps, bah, à un moment, tu vas avoir un bon physique. Et donc après, les gens vont te demander comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, et c'est là que tu peux différencier deux choses. C'est ce pratiquant-là, voilà, qui a des résultats, mais qui est pas vraiment passionné par la musculation. J'en parlais avec un copain la dernière fois qui écoutait un podcast de Thibaut InShape, parce qu'il est passé récemment sur Génération Do It Yourself. Dis bonjour à Thibaut s'il nous écoute. Et mon pote qui a écouté le podcast, il me dit, je suis surpris parce que je pensais que Thibaut, il en connaissait un peu plus d'un point de vue muscu depuis le temps qu'il s'entraîne, tout ça. Et je dis non, c'est pas un passionné de la compréhension de l'entraînement, c'est un passionné de l'entraînement. Il aime s'entraîner, il partage, et il s'est mis à partager parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand chose, à part Super Physique, à part Théo Fitness Smith, pareil, à qui je passe le bonjour. Bah tiens, tu pourrais l'avoir dans le podcast, Théo, qui est un super gars aussi, qui a sorti son bouquin il y a pas longtemps, Super Fit. Je note. Ce sera ma recommandation si tu me demandes. Tu pourras lui écrire de ma part. Et bref, on n'était pas beaucoup. Et donc, il a répondu à une demande. Et après, les gens lui ont posé des questions. Comment tu fais pour avoir ci? Comment tu fais pour avoir ça? Lui, il ne fait que répondre. Mais c'est pas un passionné de la compréhension de l'entraînement. Tu sais, aujourd'hui, l'un des problèmes aussi, c'est qu'on n'a plus de nuances. C'est que t'es passionné, t'es pas passionné. La passion, tu sais, c'est ça, quoi. Donc, tu peux être au milieu, tu peux être là, tu peux être là. T'as toujours plus passionné et moins passionné. Ça, c'est sûr. C'est comme blanc ou noir, c'est jamais blanc ou noir. Ton t-shirt, il est blanc au début, tu le mets 4 fois, bah il tourne vers le gris, tu vois. Sauf si tu l'enlèves à chaque entraînement. Ouais, mais bon, si t'as un t-shirt blanc, faut le mettre que pour sortir, en gros. Mais et tu vois l'idée. Donc finalement, je pense pas que même les gens qui sont coachs et qu'on peut dire ah putain ils ont pas trop de connaissances ou en fait on regarde avec notre propre prisme. Et finalement, pour certains individus, ce qu'ils racontent, bah en fait c'est super, tu vois, c'est des super conseils. Et eux derrière, en fait, ils essayent de faire les choses bien. Je pense qu'il y a personne qui se dit, il y en a peut-être certains, mais peut-être pas beaucoup quand même. J'ose espérer, qui se disent, bah j'essaye d'aider au mieux, j'essaye de partager ce que je fais au mieux, j'essaye d'aider les gens. Il y a personne qui se dit, ou presque, je vais escroquer les gens, je vais leur prendre tout ce qu'ils ont. Sauf les coachs Herbalife. Mais je pense qu'ils sont convaincus, sinon ils le feraient pas. Ouais, ça, c'est Ils sûr. le feraient pas. Ouais, ils sont Je bien pense qu'ils convaincus. sont convaincus de ce qu'ils font. Et à un moment, bah, ils vont se réveiller. Tu sais, des fois, tu vois des passades de certains et tu dis, ah, bah, je vois, il est là-dedans. Tu sais, c'est comme le gars qui rencontre une fille. Et puis, tu sais, il a le truc en plus, il est amoureux, tout ça. Puis toi, extérieurement, tu dis, ça va jamais marcher. Tu dis, ils sont trop différents, ils ont pas le truc, tout ça. Et le gars, s'il te demande ton avis, tu vas lui dire, ouais, bah, écoute, je pense que nanana, ça va pas. Et lui, il dit, non, non, tu sais, il est dans l'émotionnel, il y croit, il a le truc. Et en fait, tu sais déjà que c'est cuit. Tu sais, mais lui, il le sait pas encore et il y croit. Et il se voile la face, mais malgré lui. Et je pense que c'est un peu pareil, tu vois, pour la plupart où, bah en fait, tu partages ce que tu peux partager par rapport à tes connaissances, ton niveau, ce que tu vis, voilà. Et après, tu fais au mieux par rapport à tout ça. Et souvent, bah tu attires bah, les gens qui sont proches ou qui sont intéressés par les sujets que tu partages. J'avais un pote qui disait à un moment, tu sais, sur YouTube, il y a eu une explosion de certains. Puis moi, bah, j'ai jamais explosé, et un autre pote non plus. Et ce pote me disait, en fait, on a le public un peu qu'on mérite. Il dit, c'est sûr que si j'avais plus d'abonnés, j'ai d'autres sujets, tout ça, j'aurais plus d'abonnés, mais est-ce que c'est les gens avec lesquels j'ai envie de parler, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de me connecter? Et la réponse était non. Ouais, tu préférais te faire une petite communauté, mais voilà, vraiment avec des gens intéressants, entre guillemets, mais qui partagent plutôt même la même vision que toi, qui ont écouté un peu ce que tu fais, que juste des un peu groupies, on va dire. Ouais, ou des gens qui vont te poser des questions sur, voilà, combien de répétitions il faut faire pour les biceps. Ah, tu vois, j'ai répondu à cette question peut-être en 2004 ou 2005. Tu vois, c'était mon premier article biceps. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un me demande ça, bah, je lui envoie un article que j'ai écrit, puis voilà. Mais c'est pas les questions que j'espère avoir dans les contenus que je peux partager sur Insta ou sur YouTube ou dans les podcasts. J'espère avoir des questions sur, tu vois, en ce moment, bah, c'est, comme je me suis fait former par Valentin, là, c'est l'entraînement du tissu conjonctif, un peu la réhab, comment on renforce les tendons. Tu vois, c'est plus ça qui m'intéresse. Bah, attends, je change juste mes questions pour le podcast, alors si j'avais mis... Mais non, mais on peut pas, on peut parler de muscu. Je plaisante. Mais, tu vois, je suis pas là pour dire, si on me demande, si j'avais des gens qui me demandaient tous les jours, oui, combien de répétitions faut faire pour les biceps, là, je me dirais, bah, ça tourne en rond. Tu vois, pour moi, Ouais, non, bien sûr, je comprends. Ouais.
Pour toi, quel a été un peu le déclic de passer du coup de pratiquant à entrepreneur? En fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, entrepreneur, c'était les mecs dans le bâtiment. Ouais. Tu sais, on disait entrepreneur, c'est un mec qui est dans le BTP, qui fait tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 14 ans, voilà, c'était un peu le début de quand je débutais. Mais en fait, je me suis abonné à tous les magazines de muscu. Donc, il y en avait 4. Muscle and Fitness, Flex, Body Fitness et Le Monde du Muscle, le seul magazine français. Et donc, je lisais ça. Et quand j'allais à l'école, tu vois, seconde, première, tout ça, en fait, j'apprenais des choses qui me parlaient pas. Tu vois, on me faisait lire des livres de littérature, faire des dissertations. Je caricature un peu, mais pour dire, oui, faites 3 pages en expliquant pourquoi la fleur est rose de tel point de vue. Bon, tu sais, j'étais là, je transpirais, je disais non mais je peux pas le faire. Et donc j'arrivais pas à le faire. Tu vois, c'était pas moi. Pareil, on apprenait des choses en physique chimie, ça me parlait pas. euh, et en fait, le seul truc que j'attendais, c'était de finir la journée pour aller sur les forums de muscu, lire les magazines que je relisais, que je connaissais par cœur. À un moment, j'avais récupéré tous les mondes du muscle depuis le premier numéro. Je crois qu'il m'en manquait une dizaine sur les 300 premiers numéros. Après, je les ai vendus à un ancien élève parce que je les connaissais par cœur, donc voilà. Et, euh, et en fait, voilà, j'attendais que ça. Aller sur les forums, poser des questions, parler de muscu, apprendre de muscu, aller m'entraîner. Et à un moment, en fait, j'en ai eu marre, tu vois. Alors, j'étais en première et je comprenais pas trop. Je me levais hyper tôt pour aller à l'école, prendre le train, pour aller au lycée. Et en fait, j'ai tout simplement arrêté d'y aller. J'ai dit, là, j'y vais plus, ça sert à rien. En fait, j'apprends des choses qui me servent pas. T'as même pas terminé ton bac alors du coup? Non, j'ai arrêté avant. J'ai arrêté au bout de 2-3 mois de première. Peut-être, ouais, j'ai plus exactement le souvenir, mais 2-3 mois, j'ai tenu. Et après, c'était, ouais, j'y arrivais pas. Et finalement, à cette époque-là, donc en 2004, 2003 ou 2004, t'avais la possibilité de passer ton brevet d'état d'éducateur sportif, donc on appelait un BES. Donc moi, c'était ACUMES que je voulais faire, c'était haltérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive, soit au Krebs de Mâcon, parce que c'était régulé par le ministère Jeunesse et Sport. Donc tu avais une formation là-bas et tu passais directement là-bas, ou tu avais une autre école qui s'appelait la CERAPS, qui elle te préparait en candidat libre et qui se trouvait à 1 heure de train de chez moi. Et où, tu avais presque le même programme, mais avec d'autres profs. Et donc après, tu t'inscrivais pour passer ce B2ES. Et donc en fait, à 16 ans, j'ai arrêté l'école et quelques mois après, je commençais mes cours pour devenir, à l'époque, on disait entraîneur de musculation, professeur de musculation, avec comme objectif d'être prof en salle de muscu. Okay. Tu vois, d'être comme le prof que je voyais à la salle, à l'Apollo Club, à Gilles Hérite, avec qui on avait fait plein d'articles sur Superphysique qui sont toujours en ligne parce qu'il conciliait bodybuilding et force. C'était un super athlète. Je crois qu'il avait fait deuxième au championnat de France culturisme où je l'avais accompagné. Je crois que c'était à Nice à l'époque. Et bref. Et donc en fait, j'ai passé ça. Donc en 2 ans, parce qu'à l'époque j'avais 16 ans, donc il fallait attendre 18 ans. Donc il y avait plusieurs étapes à passer pour le diplôme, dont le tronc commun qui était, je pense, une bonne idée à l'origine, commun à tous les sports. J'ai passé ce diplôme en 2005 ou 2006. Et ensuite, j'ai voulu me faire embaucher. J'avais vu une annonce pour être prof de musculation dans une salle. Et en fait, l'entretien, je pensais que c'était bien passé. Et ils m'ont dit que j'étais trop jeune, en fait, pour tenir la salle, tu vois. Ils voulaient pas confier la salle à un jeune de 18 ans. Ouais, bon. C'est ce qui se comprend très bien, même si j'avais déjà un certain gabarit, j'avais été champion de France de force, j'étais déjà dedans. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus introverti que maintenant. Et en fait, comme j'étais beaucoup sur les forums de musculation, et que c'était vraiment comme ça que j'apprenais, que je posais des questions, que je répondais aux questions, que ça m'aidait à réfléchir, tout ça, en fait, j'avais des gens sur les forums de musculation qui me demandaient des programmes. Qui me disaient, oui, est-ce que tu veux me faire un programme? Est-ce que tu veux me faire un programme? Dans ces années-là, on mettait nos photos une fois par an. Donc, tu vois, on mettait, moi, en général, c'était mi-août, parce que j'allais chez mon grand-père tout le mois d'août chaque année. Et je faisais mes photos devant sa barre de traction. Et donc, les gens avaient vu ma progression, aussi bien physique qu'au niveau des connaissances. Et j'avais des demandes. Et c'est comme ça que, avec celui qui allait devenir mon associé, Fabrice, on a monté mon petit site, coach-perso.fr, donc en 2006, qui allait devenir rudicoya.com par la suite. Et j'ai eu des demandes, en fait. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu, malgré moi, entrepreneur. Et j'avais pas d'ambition particulière, si ce n'est, je m'étais dit, si je gagne 1 000 € par mois avec ça, ce serait incroyable, tu sais. Et en fait, ça a rapidement dépassé ces attentes-là, ce qui m'a lancé en tant que entrepreneur, alors que c'était pas du tout le but à l'origine.
Du coup, donc c'est là que tu as créé donc Superphysique. Ben, c'est venu après. Superphysique, c'est venu en 2009. Donc, de 2006 à 2009, j'ai coaché aussi bien en salle qu'à distance. Donc, j'avais trouvé une salle à qui je donnais un pourcentage de ce que je gagnais, et qui me laissait faire un peu ma publicité, avoir des élèves chez eux. Donc, dont un élève René que j'ai eu pendant des années, qui avait 50 ans, qui était obèse, en surpoids de ça, que j'avais transformé en 2 ans, incroyable. Je crois que c'est mon premier avant-après sur mon site perso. Et, et ouais, et par rapport à ça, bah, en fait, j'étais toujours sur les forums, je lisais toujours à fond, et il y avait de plus en plus de personnes qui étaient dopées qui donnaient des conseils. Et malheureusement ou heureusement, j'en avais appliqué des tonnes qui marchaient pas avec Smart Weight Training. Donc moi, j'étais plus revendiqué Smart Weight Training que Power Attitude à l'époque, même si plein de forums s'étaient démocratisés. Ça s'était vraiment multiplié avec chacun ou presque une thématique, comme Play Fitness qui était plus axé cross training, CrossFit, comme il y avait Body Info, t'en as un qui était plus orienté les mecs qui se dopent, tout ça. Donc il racontait, il y avait pas de censure à l'époque, donc il racontait tout. Un autre qui s'appelait aussi Body Info qui était plus le fédé de la fédération, mais de manière non officielle, la fédération naturelle. Bon bref, j'avais des quinzaines de forums. Et à un moment, j'ai dit on était une bande de potes sur les forums, on était très très liés. Et j'ai dit voilà, on va créer. J'ai eu une idée un coup. J'ai dit on va créer la team Superphysique. On va montrer ce qu'il est possible de faire naturellement. Et je vais filmer en plus tous les exercices en vidéo parce que ça n'existait pas. En fait, ça n'existait pas. Il y avait des photos, mais il n'y avait pas de voilà. Je vais écrire des articles sur l'anatomie parce que ça n'existait pas. Vraiment, il y avait rien de rien de rien. En tout cas sur le net. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Superphysique en avril 2009 et qu'on l'a lancé le 15 septembre. Donc avec la team Superphysique, tous les exercices, il y a 250 exercices en vidéo où j'ai passé l'été avec la petite caméra Panasonic de mon grand-père à filmer tous les exercices et pas que moi, tu sais, je voulais qu'il y ait un peu tout le monde, tous les gars de la team Superphysique, tout ça. Et à faire des petits articles. Et donc le site est sorti et ça a cartonné tout de suite. On a eu mon pote Raphaël Laporie qui est malheureusement décédé depuis, qui a sponsorisé un peu le site dès le début. Alors ça payait le serveur pendant des années, on n'a rien gagné du tout. Voilà, ça nous a payé le serveur parce que quand t'as un site qui fait beaucoup de visites, il te faut un serveur dédié. On vendait un peu de t-shirts, mais bon, c'est comment c'est. Pour ceux qui savent pas, les vêtements c'est un enfer parce que c'est pas la bonne taille et ça taille pas, et donc on te le renvoie. Et en fait, toi, comme tu fais 100 ou 200 t-shirts à l'époque, en fait, ça te bouffe toute la marge. Donc en fait, C'est pas mieux vaut qu'il le compliqué, garde. Mieux vaut qu'il le garde et que t'en renvoies un, quoi. Voilà, tu seras à zéro ou à moins quelque chose, mais voilà, c'est moi. Bon, on était content pour l'aspect communautaire. Et j'étais content d'avoir un t-shirt SP et qu'on est dans les salons d'être des fois 50 avec le t-shirt Superphysique. Et c'est comme ça que c'est né en fait Superphysique. Tu vois, marre d'avoir des conseils de merde de la part de pratiquants dopés, ne plus savoir comment s'y retrouver, qu'est-ce qu'on peut atteindre naturellement, et une codification des exercices en vidéo qui n'existaient pas. Voilà. Et du coup, comment t'as fait pour résister un petit peu à la vague des compléments miracles et puis un peu des mensonges du fitness marketing? Tu sais, les magazines, je reprends les magazines, il y en a plein qui n'ont pas connu, mais je sais pas si t'as connu parce que t'es un peu plus jeune que moi, mais t'achetais un Muscle and Fitness ou un Body Fitness, presque une page sur 2 ou sur 3, t'avais une pub. Mais t'avais une pub terrible. T'avais des marques, t'as une marque comme Nutrimuscle aujourd'hui, qui avait 5 ou 6 marques différentes. Ils avaient 5 ou 6 marques. Ils avaient donc Nutrimuscle, déjà à l'époque, et qui était pas sourcé tout ça, voilà. C'était le truc que personne ne voulait prendre, c'était dégueulasse. Voilà, ils vendaient en gros, c'était affreux. Ils avaient Olympe Sport Nutrition, il y avait Francis Benz Fatoline, Synergy Max, je sais plus, ils en avaient 6 ou 7, tu vois. Mais on voyait, ça venait tout du même endroit. Et donc, t'avais ça. Donc, c'était l'époque, tu sais, où c'était le débat, la whey ou la caséine. Quelle protéine laitière faut-il prendre? Voilà, c'était ça les compléments magiques. T'avais les laboratoires iFit aussi, qui existent toujours aujourd'hui. Et ils avaient pareil 4 ou 5 marques différentes, dont ils avaient Équilibre Attitude. Donc en fait, ils changeaient les packaging à chaque fois, mais c'était les mêmes produits, tu vois. Petit malin. Donc après, comme j'y connaissais rien dans ces débuts d'année 2000, en fait, moi j'étais plutôt quelle est la meilleure protéine, tu sais, comme quand quelqu'un te dit oui, s'il faut prendre un concentré, de l'isola, un hydrolysa, oui, alors caséine ou whey, ou protéine végétale ou une prot d'œuf. Tu vois, c'était ça en fait. Donc j'ai acheté plein de prods différentes. T'en as qui se mélangeaient pas, d'autres qui avaient un goût affreux. Franchement, c'était un bêtisier. Mais c'est vrai que je suis jamais tombé dans ces parce que j'avais déjà une certaine expérience quand tous les compléments un peu type booster à dormir debout sont apparus. Ça fait déjà peut-être 10 ans que j'étais dedans et en fait, je lisais la composition. J'étais déjà plus aguerri pour ne pas tomber dans Ouais, le fait d'être dans ce bourbier, quoi. le fait d'être éduqué, ça t'a un peu sauvé de tout ça, on va dire.
Ouais, parce que j'étais déjà dedans. Donc tu vois, le NOx, la mode du NO Explode, moi je l'ai vu arriver, je crois que c'est 2012-2013. Je regarde la composition, je disais c'est de la merde. Je disais, c'est nul. Alors Coleman était sponsorisé par BSN, mais faisait la pub de ça. Pareil, t'avais Muscle Tech qui sponsorisait Jay Cutler, Dexter Jackson qui vendait du Celtech, donc du sucre avec un petit peu de créa hors de prix et qui faisait des fausses études cliniques, des trucs un peu bidons. Pareil, il y avait le Dynamite qui vendait des compléments hors de prix. Donc j'ai eu le temps d'avoir suffisamment de connaissances pour ne pas tomber dedans. Et où le débat de ma génération, c'était quelle est la meilleure protéine à prendre, alors que finalement concentré, isolat, voilà, ça change rien du tout. Ça se joue pas sur des détails comme ça. Pour la plupart d'entre nous qui sommes amateurs. Oui, oui, après, c'est vraiment si tu commences à partir en compétition où là, tu vas commencer à Voilà, si tu traquer. veux vraiment optimiser. Mais dans ce cas-là, faut pas aller faire des écarts, faut bien dormir. Enfin bref, il y a tout un processus avant, Oui, oui. processus avant à Il y a faire, déjà quoi. pas mal à faire avant que se casser la tête avec des petites choses pareilles. Ouais. Pourquoi ça a été important pour toi de promouvoir vraiment la muscu naturelle? Bah, j'ai grandi avec les écrits de Jean Texier, qui s'opposait farouchement au dopage. Et j'ai eu la chance d'avoir Marc Bouillou en prof à la CERAPS. C'est une des raisons pour laquelle, tu vois, j'étais vraiment très motivé pour devenir prof de musculation et avoir Marc en prof. Marc Bouillou qui est un peu le précurseur de la force en France, de l'entraînement de la force dans les années 90, que j'ai interviewé ensuite, que j'ai été voir. Je lui ai dit, tiens, je vais écrire un article sur toi, Marc, est-ce que c'est bon? Vu que je le connaissais par cœur. Et du moins sur l'aspect force. Et en fait, j'étais entouré de gars qui s'opposaient farouchement au dopage, qui étaient pour la méritocratie, il fallait mériter ses progrès, ça ne devait dépendre que de toi, euh, donc que de toi, de ta génétique, il y a des circonstances, tout ça, on n'est pas tous égaux. Et en fait, j'ai grandi avec ça, et c'est vrai que j'ai toujours associé le dopage à de la triche. J'ai toujours associé le dopage aussi à un manque de responsabilité individuelle, dans le sens où quand quelqu'un se dope, et s'il a des effets secondaires assez importants, il les fait supporter à toute la société. Ouais. Tu vois, du moins en France, parce qu'en France on est très social, même si je pense que ça va pas durer éternellement cette sorte de sécurité sociale commune à tous. Mais en fait, ouais, les effets secondaires, le fait de mériter ses progrès, quitte à être moins bon, et en même temps, tu sais, ça donnait un peu un ennemi quand t'es jeune. Moi, j'avais ce besoin d'avoir une sorte d'ennemi, de me dire, je vais être meilleur que les gars qui se dopent, je vais m'entraîner plus dur, je vais être meilleur, Et en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit de me doper ou quoi, parce que c'était pas moi, tu vois. Moi, j'ai toujours bien aimé cette méritocratie, même si c'est une fausse histoire. Ça m'a toujours, Ouais, c'est ce qui t'a animé, quoi. Hein. ça m'a toujours plu, et ça m'anime toujours aujourd'hui. Tu vois, peu importe que je serai jamais champion. Voilà, on peut le dire. Ça peut être le titre du podcast, je serai jamais champion. Et mais c'est pas grave en fait. Mon but, c'est de progresser à mon niveau, d'essayer d'être un peu meilleur, tout ça. Et j'ai pas plus d'ambition que ça, tu vois. Oui, le but pour toi, c'était voilà vraiment d'exploiter ton plein potentiel pour voir jusqu'où tu peux aller, quoi. Voilà, et surtout que il y avait ce débat dans les années 2000 aussi, qui était de dire j'attends ma limite naturelle avant de me doper. Or la limite naturelle, elle n'existe pas, parce qu'en fait, ce qui te limite au bout d'un moment, c'est l'investissement au quotidien que tu peux mettre. C'est jusqu'où tu es prêt à aller pour continuer à progresser. Est-ce que tu es capable de te coucher tous les jours à la même heure? Est-ce que tu es capable de faire zéro écart? Est-ce que tu es capable de t'entraîner encore plus, de faire des séances de récupération? Est-ce que tu es capable de passer du temps dans le sauna infrarouge? Est-ce que tu es capable d'aller prendre le soleil juste ce qu'il faut? Bref, vraiment de millimétrer ta vie pour continuer à progresser. Et la réponse pour la plupart d'entre nous, c'est non. Et donc, on n'arrive pas du tout à sa limite naturelle. Tu arrives à une sorte de plateau qui est conditionné par les contraintes que tu as Ouais, de choisies ta vie et personnelle, pour quoi. lesquelles Hein. que t'es pas prêt à sacrifier. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on peut encore un peu percer sans dopage? Oui, bien sûr, parce que en fait, la percée, si on parle juste des réseaux sociaux ou même sur le SEO, je suis moins convaincu parce que là, le secteur est bien bouché. Et le SEO, on sait très bien qu'avec les IA, les LLM, c'est un peu la fin, euh, et qu'il y aura très très peu de gagnants qui vont rester. Voilà, si t'as pas une ancienneté comme je peux avoir ou quoi, qui vont me faire durer un peu plus longtemps par rapport à ça, je pense que c'est cuit. Par contre, sur les réseaux, en fait, il s'agit pas d'être le plus musclé, il s'agit pas d'être celui qui en sait le plus. Il s'agit avant tout de pas jouer de trop à un jeu, de pas s'inventer un rôle qui n'est pas le nôtre, et ensuite d'être humain et de partager en rapport avec ce que tu connais, ce que tu penses savoir, avec toujours cette intention, faire au mieux pour aider autrui à résoudre ces problèmes par lesquels normalement tu es passé, ce qui fait ta légitimité. Et là, finalement, on est tous tellement différents, même si on est assez semblables,
qu'on a tous des histoires et des expériences qui peuvent être assez uniques et qui peuvent parler à d'autres personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, ça faut le dire aussi. Ça, c'est sûr. C'est que tu sais, comme je forme en CQP, en BPGEPS et bientôt en DEGEPS, en fait, je leur dis, c'est pas en 2 mois ou en 1 mois que voilà. Mais ça peut se construire. Ça prend du temps. Moi, je vois que quand il y a des gars que j'aime bien, je les aide volontiers, tu vois, en leur disant voilà, fais ci, fais comme ça, écris comme ci, contacte un tel. Tu vois, je vois le mécanisme. Je vois tous les mécanismes depuis le temps que j'y suis. Euh, et il y a de la place. Il y a de la place maintenant. Tu sais, c'est un peu comme la musculation à la base. Tu fais de la muscu, tu sais pas quel est ton potentiel. Je peux te faire une analyse morpho-anatomique, te dire tes longueurs osseuses, musculaires, dire voilà, là tu as plus de facilité, moins, mais je sais pas te dire jusqu'où tu peux aller. OK? Là, c'est un peu pareil. Au début, tu as quelqu'un, si tu me prends le Rudy de 15 ans ou 16 ans, qui était très introverti, qui parlait pas beaucoup, c'est sûr qu'avec les années, je pense pas que beaucoup auraient parié sur moi, mais ça s'est développé et donc tu sais jamais comment les gens vont se développer ou pas. Des fois, tu as des prédispositions à aller vers autrui, à être entraînant, à transmettre. Des fois pas, mais je pense que ça se développe. Tu vois, je pense que ça se développe au contact des bonnes personnes, au contact des bons environnements, des bons podcasts que tu écoutes, des vidéos que tu regardes. C'est sûr que si en fait tu t'intéresses pas du tout à ça et que voilà, c'est pas quelque chose que tu as envie de développer, c'est pas une extension de toi, là il y a pas de place pour toi. C'est sûr que si tu veux juste parler de tes entraînements et puis en fait tu parles que de toi, à la rigueur tu seras peut-être sponsorisé un jour, voilà, tu nous vendras des babioles, mais si tu veux vraiment laisser une trace auprès de certains et certaines par tes conseils, tes agissements, tes services, en fait ça se travaille aussi. Souvent je conseille le bouquin Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est vraiment le bouquin, alors le titre est pas super, mais qui est vraiment le bouquin référence sur l'intelligence relationnelle. J'allais dire. Et en fait, si on arrive à vraiment l'appliquer, je pense qu'il y a de la place. Mais faut réussir à l'appliquer. Et au début, on a quand même, quand on est jeune, on a surtout des problèmes un peu d'ego à résoudre. Et quand tu arrives à résoudre un peu ces problèmes d'ego, en fait, normalement, ça s'ouvre, quoi. Mais t'en as qui restent bloqués, d'autres pas. Et après, il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer tout ça. Ouais, on en parlait avec Valentin de l'ego et c'est vrai que quand on n'en a pas, je trouve que la vie elle est quand même plus cool, Bien tu vois, sûr. et plus zen. Mais si tu n'en as pas, t'en as pas. Si tu l'utilises toujours de la bonne façon, en le calmant, le contrôlant, tu fais rarement des grandes choses aussi, tu te sens moins vivre. Tu vois, si tu vas t'entraîner, c'est parce que on a des petits problèmes. Tu vois, si tu vas forcer, tu veux plus d'épaules, tu veux plus de pecs, tu veux plus de force, tu veux progresser. C'est quelque chose pour notre ego, tu vois. C'est avant tout, on prend une revanche ou tu vois, on se bat contre une injustice parce que le monde est injuste et on supporte pas cette injustice. Et donc, quand on fait du sport, on a du pouvoir. Ouais, tu vois, c'est la totale, quoi. Et donc, si on a pu ce mauvais ego, mais mauvais c'est pas le terme, mais tu vois, en fait on fait moins de choses, tu deviens moins de bouddhiste en fait. Tu deviens moins de bouddhiste et tu contemples. Donc tu vois, il y a un équilibre à trouver propre à chacun en fonction du moment où il en est dans sa vie, mais qui se fait naturellement. Il y a des fois t'es pas prêt à certaines choses et quelques années après tu dis j'aurais dû faire ci. En fait t'étais juste pas prêt. C'est comme si je te dis t'es un jeune débutant, écoute, entraîne-toi moins que 4 fois par semaine, tu vas voir, tu vas progresser. Il n'entend pas ce que je dis. Lui, il voit bien que s'il en fait 6 fois par semaine, c'est mieux sur le court terme. Et donc, il en fait 6 fois par semaine parce qu'il s'imagine pas qu'en fait, il faut 10 ans pour avoir un super physique pour la plupart. Et que après, il y a toute cette histoire de longévité où la vie va être assez longue et où il faut que tu puisses continuer à être actif, à pouvoir bouger. Et donc, il n'entend pas parce qu'il est pas réceptif parce que c'est pas ce qu'il vit. Et ça, c'est l'erreur, c'est l'erreur de l'être humain de base, qu'on fait tous, C'est que on n'écoute pas les anciens, on croit qu'on est meilleur, tout ça, et en fait, on passe tous par les mêmes étapes ou presque, quoi. Ouais, ça ramène justement à la prochaine question. Comment gérer un petit peu la frustration des progrès lents quand on est naturel, du coup? Ça, c'est plus une histoire de pourquoi tu fais de la musculation. Si tu fais de la musculation ou n'importe quelle activité uniquement pour les résultats, tu vas être frustré et tu peux tenter soit d'abandonner, soit de changer d'activité, soit te doper. Maintenant, si la musculation, l'activité en elle-même te plaît énormément, t'adores t'entraîner, t'aimes bien cette sensation de congestion, cette sensation de, entre guillemets, de toute puissance, tout ça, en fait, que tu progresses rapidement ou pas, c'est pas grave, tu vois. Parce que, en fait, c'est juste une conséquence de ce que tu aimes faire. Et quand c'est une conséquence, quel que soit le domaine, en fait, tu t'épuises pas. Tu t'épuises pas psychologiquement parce que c'est vraiment, comme je disais, une extension de toi.
Mais c'est sûr que si toi, c'est que les résultats qui comptent, ben, en fait, ça peut pas fonctionner, tu vois. Ça peut pas, il y a un moment où tu vas t'épuiser, tu vas dire, bah, je comprends pas, je progresse doucement. Et parce qu'en fait, c'est toujours lent. Je te donne un exemple. Souvent que j'ai en coaching à distance, dans les suivis que je propose, souvent, bah, l'exercice de gainage, je l'ai fait stagner au bout d'un moment parce que je dis, voilà, ça sert pas à grand chose de continuer à progresser dessus. Et il y a souvent des élèves, aussi bien hommes que femmes, qui me disent, ah, mais c'est toujours aussi dur, je comprends pas, ça devrait devenir facile à force. Pas du tout. Dans la vie, il y a rien qui est facile. Il y a rien qui vient rapidement. Il y a rien, il y a pas de hack, d'astuce. Il y a faire les choses bien et laisser le temps faire. Et ça ne deviendra jamais facile. Ça devient juste moins difficile si tu rajoutes 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Et après, quand tu remets la charge que tu utilisais, bah, tu la sens plus légère. Mais, c'est toujours difficile. Il y a pas 50, tu vas jamais mettre 50 kilos développé couché et puis dire, oh putain, comme Obélix, tu vois, tu jettes la barre. Pas du tout. Tu mets 50 kilos, c'est toujours 50 kilos. Alors, bien sûr, tu prends de la force, donc tu dis, ah, c'est léger, c'est léger. Mais si tu entraînes tout le temps à 50 kilos, à un moment, 50 kilos, bah, ça devient pas plus facile, en fait. C'est ton niveau. T'as, tes muscles, tes tissus conjonctifs, qui sont adaptés à ça. Et voilà. Et ça peut pas devenir plus facile, en fait. Ça devient jamais facile, en tout cas, pour ce qui a, de la valeur. Quels sont encore les pires mensonges que tu entends aujourd'hui dans le milieu? Ah bah, alors, je vais te dire un truc. Je regarde plus rien de la muscu. Plus rien. Franchement, je crois que j'ai décroché en 2014 lorsque j'avais fait une vidéo sur le pullover. Quand j'avais regardé la vidéo de Nassim sur la muscu qu'on m'avait conseillé, on m'a dit, faut absolument que tu regardes cette vidéo. Il dit n'importe quoi. Et effectivement, c'est la seule que j'ai regardée. Et je me suis dit, ouh là là, il dit vraiment n'importe quoi. Et à l'époque, mon ego m'a poussé à faire une vidéo vraiment, bah, où je disais ce qu'il fallait, mais pas de la bonne façon. Voilà, en gros, il disait n'importe quoi. Voilà. Et donc depuis, bah, j'ai arrêté de regarder des vidéos de muscu. Je n'en regarde aucune. Je ris En parce fait, que ce que je regarde, j'ai vu un peu votre interview justement. Vous en avez ah oui, bah, reparlé. pour moi, il a toujours tort, hein, mais c'est pas grave. Mais après, c'est un petit jeu entre nous aussi. Avec Nassim, à qui on passe le bonjour. J'espère qu'il va mieux, qu'il a pu reprendre après sa fracture de fatigue d'ailleurs, au bassin, à force de trop courir. Mais bon, c'est quand on aime s'entraîner, on en fait souvent trop. Bah, il s'était mis aussi un petit chrono vachement. Vous aviez parlé de chrono justement pour une course. Ouais, C'est vrai ouais, qu'il s'y bah, était ça me mis. semblait, ça me semblait ambitieux. C'est vrai, c'est vrai. Ça me semblait un peu ambitieux. Et bref, et donc depuis ce temps, bah, je regarde pas de vidéos de muscu. Ce que je regarde, bah là, je m'intéressais beaucoup à l'Aerox. Et je sais pas quand sort ce podcast, mais je sors normalement le 1er novembre mon livre, qui sera pas uniquement officiellement consacré à l'Aerox, mais qui officieusement sera consacré à l'Aerox. Donc tu vois, donc je m'intéresse, je fais pas mal d'interviews sur mon podcast Secret du sport de gens qui performent, aussi bien professionnels qu'amateurs. Voilà. Je m'intéresse au sport d'endurance, donc j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur le sujet, même si j'ai compris un peu l'histoire et que j'ai écrit le guide ultime de l'endurance après. Je m'intéresse beaucoup, donc pareil, course à pied. À quoi je m'intéresse? La mobilité. Bah là, c'est pour ça que Valentin est avec moi durant tout ce mois, du 15 juillet au 15 août, sur tout ce qui est développement, on va dire la réhab, vraiment comprendre en détail comment fonctionner, comment voir la logique, comment ça fonctionne. Donc ça. Mais la muscu, hypertrophie, prise de force, tout ça, franchement, ça fait des années que j'ai décroché parce que pour moi, j'ai fait un peu le tour, tu vois. J'en ai tellement écrit, j'ai tellement cherché. Quand j'ai commencé la muscu, car un peu après, moi, mon premier mentor, c'était Jean Texier. Donc, j'ai tous ces bouquins derrière ma bibliothèque, les guides pratiques du bodybuilding notamment, qui étaient super, qui sentaient la vie, tout ça. Après, j'ai découvert Michael Gundil sur les forums Planète Muscle, qui a été un peu mon mentor pendant 1 ou 2 ans, à qui je posais des questions tous les jours, que je voyais peut-être 1 ou 2 fois par mois, avec qui j'échangeais. Et après, après, j'avais plus trop de mentors dans la muscu parce que j'avais compris un peu l'histoire. Tu vois, alors après, j'ai précisé mes pensées, comment choisir ses exercices en fonction de sa morpho-anatomie, de ses capacités de mouvement, combien de séries, combien de répétitions faire, quel temps de récupération prendre. Aujourd'hui, je m'exprime beaucoup mieux qu'il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, tu vois, en 2007, je vais me dire, donc 18 ans, en 2007, j'avais été interviewé dans Le Monde du Muscle par Gilbert Girard. Si Gilbert est toujours vivant, parce que le temps passe vite, il était déjà pas tout jeune, donc j'espère que tout va bien. Il m'avait interviewé, et je disais déjà à l'époque, bah, le bon exercice, c'est celui qui sollicite ton muscle, et pas les autres. Et après, tu ne fais que de l'isolation dessus. Quand tu fais du développé couché, si ça te fait les pecs, bah, tu vas prendre des pecs. Si t'es plus des épaules, tu prendras des épaules. J'avais déjà toute la logique. Quand je relis l'interview, je dis merde, en 2007, j'avais déjà dit 90% sur la prise de muscle de ce que je dis aujourd'hui, tu vois. Alors après, j'ai un peu plus, comme tu dis, vulgarisé, codifié, tu vois, tout ce qui est cycle de progression, choix des exercices. J'ai affiné mon œil sur l'analyse morpho.
quand j'ai sorti, par exemple, la méthode Superphysique en 2016. Mais sur tout ce qui est prise de muscle et prise de force, globalement, je sais 90%, j'ai l'impression de savoir 90% du schmilblick, et les 10% qui me manquent, comme je suis plus vraiment passionné par être plus fort, plus musclé, tout ça, en fait, je vais pas creuser plus loin que ce que je suis actuellement. Et maintenant, tu as changé un petit peu ta façon de voir les choses. Comme tu dis, est-ce que ta façon de coacher a aussi évolué au fil des années? Oui, je suis beaucoup moins dur. Je suis beaucoup moins dur. J'en parlais avec Hugo Ferrari sur le Nolio podcast il y a des années qu'on l'avait fait, et il m'avait dit oui, quelles sont les principales erreurs que tu as faites, tu vois, en coaching. Et en fait, c'est d'appliquer la même rigueur que j'avais, que je pouvais me permettre et qui était naturelle pour moi, à d'autres. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus empathique dans la compréhension, en essayant de trouver le meilleur compromis en fonction des contraintes de chacun. Tu vois, avant, quelqu'un se serait entraîné que 2 fois par semaine, j'aurais dit, bah non, je dis là, ça sert à rien. Maintenant, je me dis que c'est mieux 2 fois par semaine avec moi, en te faisant le programme, en te corrigeant les exercices en vidéo, en te disant comment progresser, en discutant, en échangeant, que 2 fois tout seul, tu vois. Ou pareil, la personne qui a du mal à manger sainement 7 sur 7 et qui va 2 fois par semaine au resto, bah c'est quand même mieux que le reste du temps, je m'occupe de son alimentation pour qu'elle soit assez saine, assez variée, c'est quand même mieux. Donc, tu vois, je me suis beaucoup adouci là-dessus, en essayant de m'adapter au mieux à chacun pour qu'il progresse et qu'il ait les meilleurs résultats possibles par rapport à ce qu'il peut mettre en place comme moyen. Même au niveau de tes coachings premium, je pense que du coup, tu vas peut-être un peu plus loin aujourd'hui Ah qu'avant. ouais. Ah là, ça n'a rien à voir. Bah là, je suis vraiment. Après, c'est difficile de faire la pub parce que vu que je fais beaucoup de choses, j'en parle un peu parce que et coaching premium, j'en parle un peu plus parce que c'est un truc qui m'amuse bien. C'est vraiment, j'analyse en détail. La morpho-anatomie, donc je vois vraiment, je peux montrer aux gens exactement les préférences musculaires. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas encore vraiment parlé sur le net, j'ai pas encore trop montré, que je montre qu'aux élèves en CQP. Je teste les capacités de mouvement, et après derrière, je peux mettre en place vraiment un programme hyper personnalisé, beaucoup plus personnalisé que ce que je fais à distance. Même si à distance, progressivement, il se personnalise. Là, je peux tester des choses en vrai que je suis pas encore capable de tester à distance. Que peut-être à l'avenir, j'arriverai, mais je pense pas aussi bien, ce sera un peu moins bien. C'est pour ça que ce sera sans doute moins cher si je le propose. Mais je ferai au mieux par rapport à ces contraintes-là. Mais ouais, là, le coaching premium, c'est caviar, quoi. Là, c'est, à chaque fois, j'apprends des trucs, je vois des différences entre les gens. Et donc, ça enrichit fortement mon expérience. Tu vois, c'est vraiment, c'est sûr que là, depuis, peut-être 4-5 ans, ça s'est beaucoup amélioré. Ceux que j'avais eu avant en coaching premium, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir, quoi. Oui, et puis du fait de voir aussi différents types de profils, ça te permet aussi d'enrichir tes connaissances, tout simplement, hein. Exactement, surtout avec les cours CQP. Alors, coaching premium, il y a des périodes où j'en fais 2-3 dans la semaine et puis des fois, t'en as 0. Alors que quand je vais donner des cours, que ce soit à l'INSEP ou à Montpellier ou même à Annecy, des fois, j'ai 20 personnes, tu vois, ou 25 personnes à analyser, tu vois. Où ils s'analysent entre eux, je leur montre comment s'analyser, ils s'analysent entre eux, je regarde, je dis, tiens, regardez, là, c'est particulier, tout ça. Et je vois des différences monstrueuses, en fait. Et j'accumule, comme tu dis, une expérience qui, je pense, être le seul à avoir, en fait, maintenant sur ce sujet-là, parce que quand, quand une semaine, tu fais 60 personnes, là, c'est sûr que tu vois des choses incroyables. Ouais, j'imagine. Ouais. Du coup, quelles sont un petit peu les erreurs fréquentes que tu vois chez les débutants ou même chez les confirmés que tu peux voir dans ta salle? Dans ma salle, on n'est pas beaucoup, tu sais, au Super Physique Gym, il y a que les copains. Donc, mais en général, ils font pas trop de conneries. Parce que après, on se corrige entre nous, on se dit, ah, là, tu fais le con, tu mets trop lourd, ou t'en as trop fait, ou on arrive à se corriger. Donc, je suis pas trop, ce que je vois globalement quand les gens me contactent, notamment, donc, via mon site perso, c'est que, ils arrivent pas à tenir un programme, ils arrivent pas à tenir une alimentation, ils savent qu'il faut pas manger, du chocolat au lait le matin avec des tartines beurrées, mais ils le font quand même. Et ils ont besoin d'un cadre. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait, voilà, est-ce que tout le monde peut percer? Est-ce qu'il y a encore de la place pour percer? Oui, parce que de plus en plus de personnes ont besoin d'un cadre parce qu'elles ne sont pas passionnées par une activité, qu'elles ont quand même envie de pratiquer, que ce soit pour leur santé, se transformer physiquement, se sentir mieux. Et en fait, elles manquent de cadre. Et c'est ce que je dis souvent, le coaching, c'est déléguer un peu sa motivation. Moi, je suis motivé pour tout le monde. Je suis motivé pour tout le monde. Et j'impose un cadre. Et quand tu mets le cadre, même si le cadre est pas parfait, même si c'est pas vraiment l'idéal, c'est l'idéal en fonction des contraintes, là, ça change tout. Et les gens progressent. C'est plus cette absence de cadre qui fait qu'à un moment, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, ou j'allais dire confirmé, il y a aussi le manque de compréhension de comment ça fonctionne. Ouais, ça aussi, Tu ouais. vois, un moment, là, t'as un niveau en faisant ça,
ok, mais si tu veux aller plus loin, va falloir ouvrir ton champ des perspectives et faire peut-être ce que tu n'as jamais fait. Comme dirait mon pote Sean Seal Upside Strength, à un moment, le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais fait. Pas faux. Et en muscu, pour prendre du muscle, c'est un peu pareil. À un moment, t'as fait que de l'explosif, bah fais un peu de super lent, t'as fait que des séries courtes, faire des séries longues, t'as fait que des séries longues, faire des séries courtes. Tiens, cet exercice-là, même s'il me convient pas morpho-anatomiquement, comment je peux l'adapter pour qu'il me convienne et qu'il me fasse vraiment les pecs? Et à la fin, t'arrives à faire un truc qui relance ta progression. Tu vois, débutant, c'est surtout le manque de cadre, et confirmé, c'est le manque d'ouverture. D'ouverture d'esprit? Ouais, d'ouverture d'esprit, pour aller sur des choses sur lesquelles tu n'as pas fait, qui te plaisent pas spécialement, comme moi, quand je fais des séances des fois de mobilité, je suis là, je me dis, je préférais faire plus d'exercices de biceps. Ouais, mais bon, après, du coup, faut aussi passer par là pour développer d'autres aspects. Et je pense que ta vision de l'entraînement et ta façon même de t'entraîner a un peu changé en Bien sûr. vieillissant aussi. Ouais, bah en fait, ce qui a changé, et j'en ai parlé dans le guide ultime de l'isométrie, qui est mon dernier article paru au moment où on fait cet enregistrement, où j'ai fait une partie sur l'entraînement 3.0. Et où en fait, aujourd'hui, j'essaye aussi bien de développer, on va dire, ma force, ma masse musculaire, même si c'est plus la priorité, que la qualité, la capacité de mes tissus conjonctifs, que ma mobilité. Donc tu vois, il y a trois plans dans l'entraînement que je n'avais pas avant. Ou avant, il y avait que la masse musculaire et la force. Et donc pour relancer du potentiel, et pour mieux vieillir aussi, il faut s'intéresser à ces deux autres plans de l'entraînement. C'est pour ça que tu as le protocole 40. Je pense que c'est pour 40 ans. Ouais, pour partager justement. Après, c'est difficile de partager des choses qui sont pas très visuelles, tu vois. Quand tu fais, je sais pas, la chaise contre un mur, voilà, les gens se disent, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chaise contre un mur, quoi ça sert cette histoire-là? Tu vois, ils ont envie de voir que tu prends ta barre de développé couché, tu mets 150 et puis tu fais ça, quoi. Ils ont pas envie de voir que tu fais un développé couché comme ça, à 100 kilos, en tempo, avec une pause en bas, doucement. Ça leur parle pas. Et je les comprends. On a tous envie de rêver. On a été habitués à rêver à ce qu'on nous vende du rêve. Donc, je comprends bien que ça fasse pas rêver, que ça attire moins. Mais c'est vrai que mon entraînement, est moins sexy et que c'est vraiment pour beaucoup. Mais moi, j'y prends un grand plaisir parce que justement, ça me relance. On parlait des progrès tout à l'heure, de nombreux progrès, tu vois. Je progresse sur des choses que j'ai jamais faites. Et quand tu progresses, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une motivation autotélique. Je fais, je progresse, donc ça s'entretient. Et donc après, l'activité en elle-même te plaît beaucoup. Et t'es content comme tout. Oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand ça fait tant d'années que tu es dans la muscu, on va dire que bon, tu vas peut-être réussir à progresser sur une rep, quelques kilos, mais bon, si c'est plus ce qui t'anime, ça se comprend. Ouais, c'est qu'à un moment, moi, je me suis entraîné 15 ans à fond en muscu. Et à un moment, tu te bats pour pas perdre. En fait, t'as un rhume et hop, tu perds 10 kilos sur ta barre au coucher. Tu dis merde. Alors tu reviens, tu remontes. Et puis, donc finalement, c'est un an qui est passé, tu fais la même barre. J'avais donné l'exemple aussi il y a longtemps de mon tour de bras où j'étais passé en 3 ans, je crois de 16 à 19 ans, de 39 à 42 centimètres. Et après, il m'avait fallu, donc ça c'est 16 à 19. Et ensuite c'est en 2000, c'est quoi ça? C'est 2012. Donc 19, j'avais quel âge? 19, c'est 2006. Enfin, 2006, 42 de bras. Et en 2012, je faisais 46 à froid. Donc tu vois, j'avais pris 4 centimètres en 6 ans, ce qui faisait 0,6 cm par an. Ah, tu disais, toi, tous ces efforts pour 0,6. Et après, j'ai pas remesuré mon bras depuis. J'avais même remesuré un coup quand je m'entraînais un peu plus sur le muscu, j'étais remonté à 45,5 à froid. Mais en fait, tu te dis, waouh, je m'entraîne toute l'année pour 0,5 de bras. Tu te dis à un moment, tu sais, tu vieillis, tu dis bon, c'est un peu futile. Tu vois, tu te dis bon, c'est bien d'être bien, c'est bien d'être en forme, c'est bien de te trouver beau, voilà. Mais je vais pas me dépouiller pour 0,5 de bras. Oui, Ça après, a pas de faut sens. rester un peu cohérent, on va dire. Voilà, ouais. C'est marrant, ça amuse. Moi aussi, t'aimes bien te voir que tu gonfles, tout ça. Mais C'est sûr. ça reste futile, tu vois. Il y a un moment, comme je disais, il y a un équilibre et la vie, c'est une histoire de cycle aussi. À 20 ans, les bras, c'est hyper important. J'ai des gars qui ont 25 ans qui m'écrivent, ouais, j'ai pas de paix, comment tu peux m'aider? Et je les comprends très bien parce que j'étais comme ça. À 35 ans, le mec a jamais fait de muscu, je comprends aussi qu'il a des problèmes un peu physiques à résoudre. Mais le mec, ça fait 15 ou 20 ans qu'il s'entraîne. S'il reste bloqué sur son tour de biceps, là, pour moi, il passe à côté de sa vie. Il passe à côté de quelque chose. Ouais. Du coup, tu veux aller où, toi, avec ton protocole 40, alors? Mon idée, c'est d'être de plus en plus en forme globalement à 40 ans. Alors, je dis 40 ans, mais c'est 45, 50, tout ça. Là, je vois que je progresse énormément sur les ergos. Donc, rameur, ski erg, vélo. Donc ça, je suis très content. Course à pied, j'ai eu un peu de ralentissement là parce que j'avais des douleurs au genou. Bon, j'ai essayé de me barrasser, mais c'est un peu plus long. Mais bref, que je sens un peu je les sens pas en course, mais je les sens après à retardement. Et garder un peu mon niveau physique de force. Tu vois,
avant, j'aurais forcé comme un fou pour faire la rep de plus. Aujourd'hui, la rep de plus, je vais pas la faire. Je vais me dire, bah, ok, je vois qu'il faut se tortiller, il faut vraiment forcer pour la passer. Je préfère m'arrêter avant pour maintenir mon niveau de force qui est largement suffisant, tu vois. Je préfère m'entraîner pour essayer de n'avoir pas de douleur ou presque pas. Voilà. Quitte à faire un exercice de moins ou quoi. Et donc, c'est ça, c'est essayer d'arriver dans un des meilleurs compromis. Tu sais, c'est la mode de l'athlète un peu hybride. Alors, pour moi, l'athlète, c'est le décathlonien, quoi. Tu vois, c'est Kevin Mayer, c'est Roman Sederle à mon époque, c'est Dvorak, je sais plus comment on disait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un athlète. Tu dis, waouh, là, c'est un athlète. Après, ça a dérivé aujourd'hui, mais c'est être être en forme, tu vois. Je dirais être en forme dans une multitude d'activités, être plus mobile, être plus souple, être plus fort, être plus endurant. C'est un global. Mais après, je peux me permettre ça aussi parce que j'ai atteint un physique avec 15 ans de muscu à fond qui me suffit largement, tu vois. C'est sûr que si j'avais pas ce physique-là, peut-être que j'aurais moins vrillé, moins changé d'activité. Oui, oui, t'aurais encore essayé de vouloir progresser jusqu'au bout, on va Voilà. dire, même s'il y a Ah pas voilà, de bout, mais j'aurais continué. tu parles aussi souvent de santé mentale et d'équilibre. Comment tu arrives à gérer ça perso au quotidien? Bah, il y a un livre qui m'a pas mal aidé sur le sujet. C'est Identité gagnante de Pierre David sur un peu la définition de qui on est. Souvent, l'erreur qu'on fait et que j'ai fait et que des fois je me vois faire, c'est j'achète pour faire pour être. Tu vois? Mmh. Mes possessions me permettent de faire et me définissent. Ok? Ça, c'est une erreur. Et en fait, lui, dans une autre partie du bouquin, il explique pas tout l'inverse. En fait, c'est tu es, tu fais et tu as. Et donc, ce bouquin m'a permis vraiment de prendre du temps et de réfléchir un peu à qui j'étais et donc à trouver mon équilibre, qui est mon propre équilibre et qui va pas convenir à beaucoup d'autres personnes à mon avis, qui est je cherche des réponses à mes questions et je partage ces réponses. Globalement, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé à écrire des articles, à faire des vidéos, des podcasts et ça me convient bien. Donc c'est ça mon équilibre. Et c'est vrai que chaque jour, bah, j'essaye d'écrire, de partager, de faire des trucs, de produire plus ou moins qualitativement. Quand tu produis beaucoup, bah il y a pas tout qui est qualitatif, mais c'est la magie du net. Tu peux revenir dessus, faire mieux. Après, c'est ce que tu disais dans un de tes podcasts, c'est voilà, pour faire de la qualité, tu es obligé de passer par de la quantité de toute façon. Exactement, exactement. Tu peux pas. Si tu fais pas de quantité, tu peux pas faire de qualité. On ne dira pas plus, ceux qui veulent en savoir plus, ils iront écouter Ils ton peuvent écouter podcast. Leadercast. Voilà. Comment du coup éviter de devenir un petit peu esclave de son corps ou de son image avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui te demandent un peu, enfin qui te demandent rien entre guillemets, mais tu te sens voilà toujours devoir être meilleur que un tel ou que même toi de la veille. C'est une bonne question. J'ai été encore confronté hier avec une amie qui m'en parlait, tout ça, voilà. Et tu sais, c'est toujours facile de dire, te compare pas aux autres, regarde pas ce que font les autres, regarde par rapport à toi. Mais en fait, on a tous des standards, des critères qui sont par rapport à ce qu'on regarde. Où tu te dis, je reprends l'exemple de l'Apollo Club, j'allais à la salle, je faisais 100 kilos développé couché, c'était bien. Mais en fait, t'avais tellement de gars à 150 que 100 kilos, c'était nul. Tu vois, c'était nul. Et là, tu vas sur les réseaux, tu fais 100 kilos développé couché ou 150. Là, Ouais, les gens ils regardent même pas, ils disent c'est ouais pas, c'est bon pas fou. encore un de plus quoi. Avant, quand j'avais passé à 150, les gens me disaient, waouh, c'est incroyable, tu fais 150 au bench, waouh, c'est fou, quoi. Et donc, ouais, j'ai envie de dire, faut réussir. Mais toi, quand tu dis faux, ça démarre mal. Je sais pas comment on en sort et comment j'en suis sorti. Mais parce que mes objectifs, peut-être de départ, mais qui sont liés à mon éducation, à ce que je lisais, tout ça, ont été largement dépassés d'un point de vue physique. Je pensais pas me transformer autant quand j'ai commencé. Pour ceux qui regardent ma vidéo d'évolution, quand j'avais 14 ans, jusqu'à mes 24 ans, par exemple, je pensais pas me transformer autant. Tu sais, c'était incroyable pour moi. C'était waouh. Et donc, j'ai atteint un niveau que je ne soupçonnais pas et qui me satisfait, mais largement, largement. Même si j'avais eu moins, c'était bien, quoi. Tu vois. Et donc, finalement, ça m'a permis de sortir de tout ça. Ça m'a permis de sortir de la comparaison. Et puis, tu sais, à force d'analyser des gens, de voir les différences, d'entraîner, j'ai compris, même si j'essaye de le transmettre beaucoup, qu'en fait, on est tellement tous différents, on a tellement un potentiel différent, des capacités différentes, du temps, du temps différent. Voilà, que en fait, la seule personne avec avec laquelle tu peux te comparer, bah, c'est toi-même. C'est celle d'hier, celle d'avant-hier, tout ça. C'est juste se comparer à soi-même et se servir d'autrui pour se tirer vers le haut, tout en sachant que tu seras pas autrui. Des fois, je rigole et je dis, il y a des gens, ils m'écrivent, ils me disent, mon objectif, c'est de te ressembler. Je leur dis, tu ne me ressembleras jamais.
Si c'est pas possible. Si j'ai commencé en 2001, si tu peux pas. Tu peux pas ou alors t'as un coup de chance, t'es hyper deux tout ça, mais t'es hyper deux, tu viendrais pas me voir. Je m'occupe plutôt des gens qui galèrent, voilà. Et donc ouais, je dirais ça. Je dirais, tu vois, moi je suis sensibilisé à ça, mais je comprends que ce soit très très difficile parce que t'es sans arrêt mis en compétition avec le monde entier, comme dirait mon pote Vinci Sartel. Et forcément, ça te permet de relativiser ton niveau où tu peux ne jamais te sentir assez bien, avoir un niveau suffisant. Et en même temps, ça fait partie d'être humain aussi de chercher à progresser. Mais, à mon avis, il faut essayer de relativiser. Mais quand tu vois, je dis il faut. En fait, c'est un déclic un peu personnel, quoi. J'ai pas vraiment de réponse. Non, puis après, les gens aujourd'hui, je trouve enfin, après avoir discuté avec plusieurs coachs, ils te disent plus, je veux avoir un peu plus d'épaules, ils t'envoient une photo, ils disent, je veux être ça. Tu vois, je trouve ça Voilà. tellement péjoratif de réduire quelqu'un à une image, au fait. Je veux être ça, je veux être comme ça. C'est plus. Parce qu'on idéalise. Ouais, On voilà, ouais. idéalise une image de quelqu'un. On se dit, ah, il doit être comme ci, il doit être comme ça. C'est le syndrome un peu des séries ou des films. Tu ne vois que les meilleurs moments du truc. Tu dis, ah, moi, j'ai cette vie-là que je veux. Ah, mais en fait, la série, là, il s'est passé 2 semaines en 45 minutes. En fait, il manque Ouais, il manque tout le 2 reste, heures. quoi. Il manque tous les Ouais, il galères manque tout derrière. le reste. Ou la personne, en fait, bah, c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, elle a la même vie que toi. Elle se lève le matin, elle dort, elle chie. Voilà, elle fait des trucs basiques, quoi. Si demain tu devais tout arrêter, parce que j'avais vu que quelqu'un t'en avait parlé, et tu te lancerais dans quoi? Enfin, je sais pas. Franchement, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien écrire, tu vois. Là, ça fait longtemps que j'ai plus cette pression financière et où, tu vois, bah, ça m'empêche pas d'écrire mes meilleurs articles ever. Vraiment, de faire des meilleurs contenus, de partager, j'ai l'impression, mieux aussi sur les réseaux sociaux qu'avant. Donc, je sais pas. Si demain il y avait une coupure d'internet, je pense que j'irai à la salle et puis j'irai dans mon quartier et puis je dirais voilà, s'il y en a qui veulent faire de la muscu, puis je m'occuperai d'eux. En fait, tu vois, je continuerai. Parce que c'est vraiment une extension de moi, tu vois, ce truc d'entraîner les gens avec moi, de se tirer vers le haut ensemble. Je pense que ça Ouais, c'est ton truc, c'est toi, quoi. ouais, tu vois, ce serait difficile de après, je sais pas ce que la vie me réserve, quel est mon destin et où ça va m'amener. Mais, tu vois, j'ai fait muscu, j'ai fait kayak, là, je fais un peu tout, un peu tout. Je fais un peu plus, Hyrox, on va dire, pour simplifier. Heu, on verra où ça me mène, ensuite. Et est-ce que tu te sens athlète? Ouais, j'aime bien cette phrase. J'aime bien mettre «je me sens athlète» parce que tout le monde se prend pour un athlète, comme je disais. Donc moi, je me sens juste athlète. Mais, temporairement, quand je fais un effort et c'est tout. Et en dehors, pas du tout. C'est déjà une première chose. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? J'ai pas trop ce sentiment de fierté, parce que je crois moyennement pour être sympa au libre arbitre. Et je crois qu'en fait, moi, je n'ai fait que suivre mon destin et ce qui était moi, tu vois. Je sais pas si je souhaitais être entrepreneur, je suis devenu. Dès que j'ai eu une idée, j'ai réussi à la mettre en place et ça a cartonné à chaque fois. Ça a bien fonctionné. L'entraînement, c'est pareil. Je m'entraînais, j'adorais m'entraîner. Et en fait, est-ce que je peux être fier de ce que la nature m'a donné parce que j'ai travaillé pour faire exprimer mes gènes? Je sais pas, tu vois, je suis un peu mitigé là-dessus. Pour ça, quand les gens me disent: «Ah, t'es fier, bravo», tout ça, je comprends, mais j'ai pas ça. J'ai pas ce sentiment de fierté. Je ne fais juste que ce pourquoi je suis programmé. Ouais, pour toi, c'est Ouais, je dirais ça. naturel, quoi. Il y a pas de. Ouais, c'est je vais dire c'est facile, mais tu vois, j'ai pas l'impression de des fois, je me force sur certains trucs, mais c'est je force légèrement, quoi. Ok. On va passer sur les petites questions de fin que j'aime bien faire et que j'ai fait aussi avec Valentin. Euh, pour répondre à ta question aussi de tout à l'heure, le podcast il sortira le 2 novembre. Ah ouais, ah Le bah lendemain de. les précommandes du livre commencent le 1er novembre. Bah voilà, donc foncez Donc sur là, vous son pouvez le site. précommander. Alors, je le dis très rapidement, ce sera un nombre d'exemplaires limité parce que la vraie sortie, c'est le 1er mars. Ok. Et donc, on fait une pré-sortie pour les gens qui me suivent sur ce bouquin dont je peux pas encore... au moment où ça sortira, je peux le dire, le livre s'appelle Hybrid, donc parce que il y a eu quelques petits soucis avec le nom de base, que j'expliquerai. Et donc, qui est consacré à l'entraînement des sports hybrides, mais plus particulièrement de l'Hyrox, qui est vraiment, si j'avais pu l'appeler la Bible de l'Hyrox, je l'aurais appelé la Bible de l'Hyrox. Voilà. Et donc voilà, on n'a pas pu. Et donc là, il y aura précommande et livraison largement normalement durant le mois de novembre. Pour ceux qui commanderont, mais c'est des exemplaires limités pour les avoir en avant-première. Sinon après, il faudra attendre le 1er mars. Ok. Donc pour ceux qui préparent un Aerox et qui veulent vraiment avoir Voilà, là c'est la Bible. Hein. avoir Là, la c'est 400 Bible de pages. l'Aerox. Là c'est la totale. Là c'est la totale.
Il y a tout, de tout, de tout, de tout. Je vais le relire prochainement, le manuscrit final, que j'ai déjà relu J'imagine. une Ouais. dizaine de fois. Mais après, une fois mis en page, pour voir s'il n'y a pas de coquilles, s'il y a tout, si j'ai relu quelques lignes ou quoi. Mais ouais, Donc voilà, donc à la fin du podcast, foncez directement sur le site de Rudy pour exactement. précommander le livre. Alors pour les petites questions, donc selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Il y en a pas. Il y en a pas. Le secret, c'est plutôt l'alternance et la variété. Dans un monde où tout est empoisonné, Anthony Berthoud l'explique très bien dans ses différents livres, qui est pour moi l'expert vraiment français de l'alimentation. Et le secret, c'est la variété sur les sources alimentaires, quelles qu'elles soient, parce que tout est plus ou moins, je dis empoisonné, c'est un peu dur, mais tout est plus ou moins altéré. Voilà. Selon toi, le meilleur exercice polyarticulaire? Après lequel je me sens le plus énorme, souvent c'est les dips. Mais faut avoir une belle extension d'épaule. Mais souvent quand je fais des dips, je gonfle à crever quoi. Puis une belle exécution aussi, parce que c'est vrai que dernièrement sur les réseaux, là, on voit un peu des gars qui se plient, on va dire, juste l'avant du corps Bah sans ouais, descendre. Hein. ouais. Bah ouais, parce qu'après ils cherchent la perf. Quand tu cherches la perf, après t'es plus dans l'optique vraiment santé, et donc tu vas chercher les petits détails qui font la différence, on va dire pour la perf. Ouais, parce que là, on voit des gars performer. qui dips à 100 kilos. Bah ouais, et maintenant 100 kilos c'est la rigolade, hein. Tu sais, pareil, je donne des exemples. En 2003-2004, quand un mec faisait des dips testés à 50 kilos, c'était un dieu vivant. Quand j'ai passé 100 kilos au dips quelques années, je crois en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, bah c'était incroyable, tu vois, vraiment. Maintenant, les mecs font des séries de 10 à 100, ils font 150 au dips, c'est pas possible, 150 kilos. Donc, le niveau ne fait que monter, mais encore une fois, grâce à la démocratisation de la muscu, de plus en plus de personnes en font, et de plus en plus de personnes douées aussi se retrouvent à en faire, et donc à faire des performances exceptionnelles. Ce qui montre, comme vous disait tout à l'heure, qu'il faut essayer de s'inspirer d'autrui, mais pas se comparer parce qu'on a des potentiels vraiment très très différents. Ça, et puis quand tu démarres, voilà, il faut que le corps s'habitue aussi. Ah voilà, tu vois, quoi. Le meilleur cheat meal? Bah voilà, alors là, je sais pas, meilleur cheat meal, c'est de mettre du pecorino sur ses pâtes. Très light pour toi alors. Ouais, ouais, moi j'ai plus tout ça non plus, ça m'est passé. Quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des trucs genre pas manger 2 pizzas ou tu vois, mais c'était déjà très rare. Mais là, j'ai plus du tout cette envie de manger des saloperies ou autre. C'est vraiment ça m'est passé aussi avec le temps parce que je vois comment ça m'impacte aussi bien mon sommeil que ma manière de réfléchir, ma capacité cognitive et physique. Et en fait, c'est pas un état dans lequel j'ai envie d'être. Donc ça m'a vacciné avec les années de mal manger. Ouais, puis en plus, tu dis dans le protocole 40 que tu manges beaucoup moins, enfin, tu peux manger beaucoup moins qu'avant. Aussi, bah ouais, après je mange quand même beaucoup, mais ouais, je mange moins qu'avant aussi. Quand j'avais 25 ans, franchement, je mangeais des quantités astronomiques. Hein. Les 200 grammes de féculents crus par repas, c'était la norme presque. Ouais, effectivement, tu mangeais beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde body, muscu, Hyrox, Ah, c'est une bonne question ça. Avec qui j'aimerais m'entraîner? Je sais pas, parce que tu vas choisir un champion, mais tu peux pas le suivre. Donc, ouais, mais bah, pas spécialement pour le suivre, juste pour partager un bon moment d'échange. c'est une question difficile parce que dès qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse, je le contacte et je pose toutes mes questions. Donc, j'en fais un podcast sur le secret du sport. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. J'aimerais bien voir, mais faudrait remonter le temps. L'entraînement à l'époque de Maurice Green ou Atto Boldon, tu vois, en sprint, ou de Michael Johnson, tu vois, des gars comme ça, remonter le temps en années 96-2000 et voir ces gars-là s'entraîner, qu'est-ce qu'ils font exactement, et être émerveillé de leur technique de course, de leurs pieds, et de dire waouh, ah c'est incroyable quoi. Ouais, Ouais, c'est moi je ça qui dirais ça, amène mais à tu la vois, performance, quoi. bah quand ça paraît facile, c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'heures de répétition. Et j'imagine derrière, c'est clair. Avec un personnage de fiction. Oh, c'était un personnage de fiction. Je suis pas trop fiction. Dans les Dragon Ball Moi, Z, peut-être, ouais. j'aurais dit une vraie personne. J'aurais dit, bah, si je pouvais, tu vois, un type comme Steve Jobs, j'aurais bien voulu voir s'il était vraiment aussi antipathique que les livres le décrivent. Voir, parce que ça m'étonne quand même qu'il soit si antipathique que Elon Musk. Et donc, j'aurais bien voulu voir. J'aurais bien voulu voir. Est-ce que tu as un style de musique pour t'entraîner? Je mets pas de musique quand je m'entraîne. J'en ai une que je mets vraiment si je dois faire une perf. C'est Let It Rock de Kevin Rudolph.
Ok, ouais. C'est la même depuis 20 ans, quoi. Je vois pas, j'ai réécouté. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire, Qu'est-ce que je garderais? C'est une bonne question. Je pense que je garderais, les oméga 3. Ouais, les oméga 3. si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Je dirais, ralenti. Sur quel point de... Surtout parce que, vraiment, on est dans une société où tout va très vite et je vois beaucoup de gens qui courent après le temps. Tu sais, c'est toujours plus, 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 plus. Alors que je pense que on vit vraiment mieux quand on ralentit. Quand tu es toujours dans le jus, tu survis. Quand tu ralentis, tu vis. Et donc en faire moins à tous les niveaux, tu vois, respirer, prendre son temps, euh, regarder une série de moi, faire une série de moi à l'entraînement ou un exercice de moi, euh, ne pas stresser. Bah voilà, si t'es en retard, c'est de ta faute, faudrait que tu te lèves plutôt la prochaine fois. Vraiment, ne pas être dans cette précipitation de tous les instants. Je ris parce que du coup, t'as eu 10 minutes de retard aujourd'hui. Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que en fait, j'étais dans le jus. En fait, alors, je vais t'expliquer ma responsabilité. C'est que j'achète mes œufs à la fruitière que j'ai montré dans la vidéo. Exact. Et en fait, hier, il y avait plus d'œufs. Ils avaient plus rien, rupture. Et donc, j'ai dû y aller en sortant de la salle, sauf que je pensais qu'il y aurait personne et il y avait du monde à la caisse. Et donc, je me suis fait niquer. Bon, Donc, je suis au arrivé moins, en t'as retard. prévenu, donc ça, c'est déjà cool. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? C'est la phrase que je dis souvent. Ensemble pour faire mieux que seul ou rien. Ah, j'aurais été sûr que tu aurais sorti ça. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Bah, je pense que je m'écouterais pas déjà. Mais, je pense que mon ego me laisserait pas m'écouter. Il y a 10 ans, 2015. Rien, je dirais, ouais, je dirais rien, tout va bien se passer en fait. Tu sais, moi j'ai grandi pas mal avec cette peur un peu du manque, fallait accumuler tout ça. Et finalement, c'est quand tu veux plus accumuler, que t'as plus peur de manquer, que t'es en abondance quoi. Tu vois que tout va bien. Donc je dirais tout va bien se passer sans rien changer parce que c'est un apprentissage aussi. Tu vois, si je change un truc ou si je me dis un truc qui change, bah je deviens pas qui je suis. Et finalement, ça a l'air pas mal d'être comme je suis. Donc, une certaine quand même fierté d'en être arrivé là aujourd'hui et d'être la personne que tu es. Ouais, je suis comme moi j'aime bien dire je suis comme je suis, j'ai pas trop choisi quoi. Non, c'est vrai que tu restes vachement humble quand même. Ça, c'est... Ouais, ouais, mais parce qu'en fait, il y a pas cette histoire de la méritocratie, elle est sympa, mais elle n'existe pas vraiment malheureusement dans un monde de réseau, d'environnement où beaucoup est conditionné, à part pour des exceptions, par l'endroit où tu nais, les écoles que tu fréquentes, tout est déjà la famille où, dans laquelle tu es, ouais, tout est déjà un peu conditionné. Donc bon, la méritocratie, c'est juste une belle histoire qui nous fait plaisir et c'est vrai que quand on s'entraîne, on est content de dire voilà, mes efforts m'amènent à ça. C'est parce que je me suis entraîné dur que j'ai réussi. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Mais c'est pas du tout aussi Ouais, simple c'est que pas ça. donné Ouais. à tout le monde. Ouais. Exactement. Où te vois-tu dans 10 ans? Bah, je pense que là, à chaud comme ça, je dirais, je me vois faire la même chose. Franchement, je me vois faire la même chose. Mais peut-être qu'à un moment, j'arriverai au bout de ce que je veux écrire et peut-être que je découvrirai d'autres sujets qui me passionneront et que j'aurai envie de partager. Mais je sais pas. En fait, souvent il y a ces trucs-là, ouais, dans 10 ans, bah, je sais pas. En fait, des fois, je peux en avoir marre de quelque chose et dire, bah là, j'arrête ça. Me dire, bah tiens, j'essaye de développer ça. Ce qui est sûr, c'est comme je disais, j'ai pas de pression et je fais vraiment ce qui m'anime, ce qui est une extension de moi. Et la dernière fois, j'ai eu un gars en coaching à distance qui voulait être coaché et il m'écrit, il me dit oui, bah alors c'est bon et tout. Et je dis on attaque quand? Il me dit bah dans 2 mois. Et je lui dis écoute, moi en fait, c'était pour démarrer soit là, soit la semaine d'après. Je lui dis tu sais, moi je fonctionne beaucoup au plaisir. Voilà, là on a bien discuté pendant peut-être 10-15 emails. Si on démarre pas là, je suis pas sûr d'avoir encore envie de t'aider dans 2 mois en fait, tu vois. Donc il me dit ah bon et tout, bah ça me surprend comme réponse. Bah non mais en fait ouais, je lui Ouais, explique, t'es honnête, quoi. voilà comment je fonctionne. Et c'est pour ça que quand je coach quelqu'un ou je signe quelqu'un à distance, voilà, bah en fait je suis motivé. Comme je disais, j'ai de la motivation pour 10 000. On a discuté, je vois le projet, je vois le plan, je vois que je peux vraiment t'aider et qu'on va faire du bon boulot. Allez, on y va. Si c'est 2-3 mois après, bah 2-3 mois après, je sais pas dans quel état d'esprit je serai, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, est-ce que j'aurais envie de prendre un élève de plus ou pas. Euh, Finalement, tu m'as écrit, mais t'étais pas si motivé que ça parce que tu voulais attendre 2 mois. Ouais, donc tu dis, est-ce que ça vaut la peine aussi de gaspiller ta motivation pour quelqu'un qui ne l'est pas, quoi. Tu vois, quand tu reportes, quand on dit ouais, ben je ferai ça plus tard. En fait, plus tard, ça n'existe pas. Pour moi, c'est déjà une autre philosophie. Tu vois, c'est pas ma philosophie. Plus tard n'existe pas. Plus tard, ça veut dire jamais. Donc c'est soit on a bien discuté, on attaque sous une semaine ou deux. Voilà, ce que je peux m'arranger. Ou je sais que c'est comme quand tu te lances en tant que coach, tout le monde te dit ah je vais te prendre comme coach.
Et en fait, tous ceux qui t'ont dit ça te prennent jamais comme coach et tu travailles jamais avec eux. C'est pas faux. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Là, il y a le bouquin, donc Hybrid. Donc j'espère que ça va bien tourner, se démocratiser. J'ai donné tout ce que j'avais pour ce bouquin en termes de connaissances sur le sujet. Donc c'est vraiment ça. Après, il y a d'autres petits projets qui devraient sortir un peu autour de ça. J'ai pas trop avancé, donc je vais pas trop en parler. Mais voilà. Et après, il y a toujours, des projets qui arrivent, qui se mettent. Moi, j'aime bien suivre le cours de la vie. Des fois, t'es là et d'un coup, t'as une idée de projet qui se met en place. Comme Mais des fois pas. comme les Super Fit Games. Voilà. Tu veux organiser une petite compétition et puis t'organises et puis voilà. Tu Ce fais. n'est Et pas puis, une compétition. voilà, une exhibition. Mais c'est une compétition contre soi-même. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Et fais Théo Fitness Smith. Théo, donc c'est Fitness Smith sur les réseaux, tu peux l'écrire de ma part. Il a sorti son bouquin récemment en plus et c'était un des premiers avec moi à faire des vidéos sur YouTube dans les années, je pense 2012, 2013, quelque chose comme ça. Et il est toujours là après toutes ces années. C'est pas le plus populaire parce que maintenant il y a eu beaucoup de monde sur les réseaux, mais il continue à faire ses podcasts, ses vidéos, à faire des consultations. Donc Théo, je dirais Théo Fitness Smith. Ok. Écoute, j'essaierai de le contacter. Tu viens de ma part, il va te répondre, il va pas faire le sagouin. Ok, écoute, Rudy, merci beaucoup pour ce podcast. C'était fort intéressant et puis ça m'a permis de te découvrir encore un peu plus qu'à travers tes bouquins ou tes vidéos, tout simplement. Merci à toi, Seb, pour l'invitation. J'espère que ça plaira aux auditeurs. S'ils ont des questions ou autres, n'hésite pas dans la partie commentaires. Moi, je me fais toujours un plaisir d'aller zioter, de répondre quand je peux répondre. À ceux qui voudraient suivre un peu plus ce que je fais, les super articles, c'est sur rudykoya.com. Donc vraiment là, vous allez en avoir pour votre temps. En plus, c'est gratuit. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, c'est Rudy Koya SP, où je partage 2-3 fois par semaine du contenu sur les sujets qui m'intéressent sur le moment. Donc souvent, c'est un peu poussé. Si vous débutez, c'est peut-être un peu dur d'approche. Mais si vous vous accrochez, vous deviendrez sans doute un spécialiste avec ce que je vous partage. Puis en plus, c'est quali les réels là que tu mets en place. C'est sympa, ouais. Écoute, Rudy, je te souhaite une bonne fin de journée alors et puis à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Voilà, c'est la fin de cet épisode passionnant avec Rudy Koya. J'espère que ça vous a fait autant réfléchir que moi et surtout que ça vous a donné envie de vous recentrer sur l'essentiel, la constance, la vérité et la progression à long terme. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à le partager, à laisser 5 étoiles, un commentaire, bref, à faire vivre le podcast. Si vous avez des questions, des retours ou des envies d'inviter, vous savez me trouver. Sinon, vous pouvez aller les poser à Rudy directement sur son site. Merci encore à Rudy pour sa transparence et son énergie. Et toi, qui que tu sois, continue à te forger dans la salle comme dans la vie. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus. Focus Podcast.